Bonsoir, bonsoir à tous. On va attendre que les dernières personnes s'assiedent. Voilà. Donc on va pouvoir commencer. Donc je suis très heureux, bien entendu, de vous accueillir. Et je veux bien sûr commencer par remercier Cédric Villani d'avoir accepté notre invitation. Vous connaissez tous Cédric Villani. Il est mathématicien, il a été lauréat de la médaille Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. Et sur le sujet de ce soir, il a été chargé, quand il était député, d'une mission parlementaire donc sur l'intelligence artificielle. Ce soir, donc, nous allons tous ensemble assister à une véritable masterclass organisée par l'Université populaire du numérique de Damgand. Si nous avons dénommé notre association Université populaire, c'est parce que nous croyons aux vertus de l'éducation populaire, au partage de connaissances et à l'entraide. Depuis 8 ans que nous existons, nos aidants, tous des bénévoles, font de la pédagogie sur tous les sujets qui touchent au numérique. Le numérique, vous le savez, prend une place prépondérante dans notre vie quotidienne, mais des millions de personnes en sont encore exclues, soit parce qu'elles n'ont pas accès encore à Internet, soit parce qu'elles ne possèdent pas les connaissances de base pour utiliser les services numériques. Chaque mercredi, donc, nous organisons un troquet numérique. C'est en fait une séance porte ouverte où nous répondons aux questions et nous aidons nos visiteurs à soigner leurs petits bobos numériques. Nous organisons également des ateliers thématiques sur tous les sujets qui touchent au numérique. Utiliser son clavier, sa souris, trier ses photos, scanner un document avec un smartphone, sauvegarder ses fichiers, gérer ses mots de passe, créer un blog, nettoyer son ordinateur, déceler les fake news, créer un arbre généalogique en ligne, sont quelques-uns des thèmes que nous traitons régulièrement. J'espère d'ailleurs que cette soirée donnera envie à plusieurs d'entre vous de venir nous aider, même ponctuellement, car vous le savez, les besoins sont immenses. Pour nous joindre, vous trouverez toutes les informations sur notre site internet. L'adresse est indiquée derrière vous sur l'écran. Et le plus simple, c'est de venir nous voir le mercredi à l'occasion d'un troquet numérique. Avant d'entrer donc dans le vif du sujet, je veux adresser quelques remerciements. D'abord à Monsieur le maire, aux élus qui sont nombreux présents et aux services municipaux qui ont contribué au succès de cette conférence. Je veux également saluer la présence de Madame Anne Le Hénanf, députée de la première circonscription du Morbihan, de Monsieur Bruno Leborgne, président de la communauté de communes Arc-Sud-Bretagne, et excuser l'absence de dernière minute de Monsieur Simon Uzenat, sénateur du Morbihan, qui devait être avec nous. Je veux remercier aussi toutes celles et tous ceux qui nous ont versé un don à l'occasion de leur inscription à cette conférence. Ces dons nous servent à acheter du matériel que nous mettons à disposition de nos adhérents et de nos visiteurs. Et j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ils pourront se rattraper à la fin de la séance. Après les questions-réponses, qui suivra l'exposé de Cédric Villani, vous aurez la possibilité d'acheter des livres de Cédric, donc, qu'il dédicacera grâce à la présence de la librairie Sainte-Hortense de Rochefort-en-Terre. Une dernière recommandation, n'oubliez pas de rallumer votre téléphone à la fin de la conférence et je donne la parole à Cédric Villani. Merci beaucoup, cher Pierre. Tout est bon? Tout le monde m'entend? Super. Merci beaucoup, cher Pierre, pour l'organisation. Merci à cette Université populaire du numérique pour ce travail de culture scientifique cher à mon cœur. Ça fait partie de mes chevaux de bataille depuis des années, l'importance de tisser
des lieux et des liens de culture scientifique et technique. Merci à Jean-Pierre Fourré, qui n'est pas là, mais qui nous a mis en relation l'un avec l'autre. Et c'est un plaisir, chers amis, de se retrouver ici et de vous voir bien rangés en ordre de bataille pour cette séance. Alors, on va parler intelligence artificielle. C'est un sujet dont on parle aujourd'hui tous les jours. Ça n'a pas été comme ça. J'y reviendrai. On va parler, alors ici, c'est démystifier les dangers de l'IA et répondre aux questions. On va répondre aux questions au sens propre, puisque je prendrai vos questions longuement après le petit topo. J'ai vu sur un dépliant que le démystifier est devenu démythifier, mais ça marche aussi, justement. Ce qui pèse sur le débat de l'intelligence artificielle, c'est précisément que c'est tout perclus de mythes, rongé par les mythes, sans jeu de mots. Et on est là encore prisonnier, le mythe de Terminator, le mythe de 2001 Odyssée de l'espace et d'autres mythes plus anciens qui empêchent d'avoir un débat serein. Donc une partie de cette conférence, ça portera sur de l'explication et parler de désosser, si vous voulez, plutôt dépouiller l'IA de toute la gangue de confusion qui a été mise, y compris à dessein par certains acteurs. Et pour commencer, bien insister sur un point, si je suis légitime pour vous parler du sujet aujourd'hui, et si à peu près chaque semaine, je suis invité quelque part en France ou à l'étranger sur une conférence qui parle d'IA de telle ou telle façon, soit c'est IA et démocratie, ça c'est le sujet le plus prégnant dans le moment, surtout après qu'on a vu, encore plus maintenant qu'on a vu les manipulations en élection présidentielle en Roumanie et ce genre de choses. Soit c'est IA et écologie, sujet qui monte et qui monte à juste titre, interview croisée avec l'ADEME il y a quelques jours. Soit c'est IA et potentiel économique, soit c'est IA et sécurité, soit c'est IA et santé, tous sujets qui sont parfaitement légitimes. Bon. Et si je suis invité sans arrêt sur ces sujets, ma légitimité vient pas de la médaille Fields de 2010, mais du rapport de 2018, la mission pour laquelle j'avais été missionné par le gouvernement, par le président de la République, et le rapport qui a été rendu en mars 2018, avec un colloque scientifique organisé à l'occasion, et les 6 mois qui avaient précédé, les 6 mois de mission parlementaire, qui avaient été l'occasion d'un grand débat. Une mission parlementaire, en général, ça reçoit de la lumière juste le jour de la remise du rapport. Typiquement, le ministre qui reçoit le rapport est très attentif à ce que toute la lumière tombe sur lui ou sur elle, et pas sur le député ou la sénatrice qui a bossé. Mais en l'occurrence, ce n'était pas du tout passé comme ça. Le gouvernement, pour diverses raisons, et les conseillers de l'Élysée m'avaient donné un feu vert pour mettre en publicité et en lumière le rapport au cours de sa conception. Et donc le processus même, la mission, avait été un objet de débat. Il y avait eu plusieurs couvertures, plusieurs unes de la presse grand public pendant le débat. Il y avait eu pendant la mission, il y avait eu des débats très médiatisés, il y avait eu des points d'étape. Et donc ça avait été en soi, cette mission, l'occasion d'un grand débat. Et très profitable. L'IA, c'est un sujet qui doit se débattre. C'est un sujet de société. Et justement, l'un des faits marquants de ces 20-30 dernières années, c'est que c'est passé d'un sujet de spécialiste à un sujet de tout le monde, d'un sujet d'expert à un sujet politique. Et donc, c'est important de le débattre. Et donc, ma légitimité là-dedans, elle est bien plus dans le fait que j'étais aux manettes pour ce rapport, pas le plus expert scientifiquement dans la mission, hein. On était une bonne demi-douzaine dans l'équipe de la mission. Et auprès de moi, il y avait des experts en droit, en philosophie, en numérique en général, et un expert en intelligence artificielle, Marc Schonauer, ancien président de l'Association française d'intelligence artificielle, qui a fait de l'intelligence artificielle pendant littéralement un demi-siècle avant de prendre sa retraite, un sujet qu'il avait commencé ado, qu'il a continué professionnellement et ainsi de suite, et qui en connaissait un rayon sur tout ce qui avait pu se faire, qui se faisait en France et ailleurs dans le monde. Mais précisément, ce n'est pas forcément les experts qu'il faut écouter en priorité, les experts techniques de la programmation et de l'algorithme, quand il s'agit de ces sujets algorithmiques avec un impact sur le reste du monde. Et la première anecdote que je vais vous raconter, un de mes premiers contacts avec le débat d'aujourd'hui dans l'IA, elle illustrera ça très bien.
première fois que j'ai entendu parler de l'IA comme une potentielle menace pour la démocratie, vous en avez entendu parler quand? Alors, il y en a un qui a dit 70. Qui c'est qui a dit 70? On le voit, très bien. À quelle occasion? Qui était quoi? D'accord. Et quelle était la nature de la menace? Il n'y avait pas de menace. Les étoiles. Ben, les étoiles, on dit vrai. Ça arrive. Alors moi, qui bossais pas dans l'informatique, la première fois que j'ai entendu parler, je me souviens très précisément, c'était une soirée en 1994. Et à cette époque-là, j'étais étudiant en 3e année, école normale supérieure. De par mon parcours et ma génération, j'avais été entraîné à programmer, gamin, du basique comme plein de gens dans ma génération, un peu de Pascal plus tard au lycée, un peu de Lisp précisément, langage qui à l'époque était encore en vogue pour l'intelligence artificielle dans un cours de mathématiques et musique, où mon professeur était Emmanuel Bacry, qui aujourd'hui est l'un des experts les plus respectés en France sur le thème intelligence artificielle et médecine, et chargé de coordonner le sommet intelligence artificielle et santé qui sera en satellite du sommet de février sur l'intelligence artificielle. Et précisément, le sujet qu'on nous avait fait, que j'avais traité dans ce cours d'informatique et musique avec un collègue de promo, c'était un logiciel qui transforme automatiquement une mélodie en partition. Alors, si vous y réfléchissez, une mélodie toute simple, transformée en partition, la question des hauteurs de notes, si votre instrument, c'est un piano par exemple, est triviale. C'est pas un problème. Vous reconnaissez facilement le sol dièse, du fa, qui sait quoi. Mais la question des longueurs est bien plus délicate. Et comment vous allez déterminer que parce que les longueurs, elles sont jamais exactes, les durées des notes. Comment vous allez déterminer que ce que vous entendez, il faut le prendre plutôt comme une double croche, deux doubles croches qui suivent et il y a eu une petite variation, ou alors il y a une double croche pointée et puis un triple croche qui est juste après, ou bien il y a, etc. Bon, et quand ça accélère, est-ce qu'il faut considérer que c'est la mesure qui change ou est-ce que c'est un jeu compliqué de mesure qui fait comme ci ou comme ça? Évidemment, c'est pas automatique. Et là, il faut travailler, réfléchir, quelle grille on va appliquer là-dedans. Ben ça, c'est très exactement ce qu'on appelle aujourd'hui un problème d'intelligence artificielle. Un algorithme qui effectue automatiquement une tâche qu'on aurait cru réservée à des humains. On aurait cru réservée à des humains. Le fait, ben voilà, un musicien, un professeur de musique, on lui joue la mélodie, il dit bon là c'est comme ci, comme ça, je vais le traduire, etc. Et puis il y a un expert qui utilise son savoir pour faire ça. Et vous vous dites après, est-ce que je peux transférer ce savoir sur l'algorithme pour que ça soit fait automatiquement? À l'époque, on n'en trouvait pas dans le commerce de ces logiciels-là. Maintenant, vous en avez pléthore qui sont 1000 fois plus perfectionnés que ce qu'on avait fait avec le collègue en 1994. Mais c'était exactement ce genre de job. Et à l'époque, que ce soit ce que nous disaient nos professeurs d'algorithmique, on avait Emmanuel Bacry qui est devenu une vedette en intelligence artificielle. On avait ma tutrice à une époque, c'était Marie-Paul Cagny, qui est devenue une superstar mondiale de la création d'univers graphiques par intelligence artificielle. Il y avait on appelait ça des DEA à l'époque, qui étaient orientés sur l'apprentissage automatique. Le cœur de l'intelligence artificielle, même si on prononçait guère le mot intelligence artificielle dans les cours, et qui plus tard allait se transformer en la formation de l'ENS Paris-Saclay, qui s'appelle le MVA, qui est l'une des formations les plus réputées, la plus réputée en France et l'une des plus réputées en Europe sur l'IA. Mais dans tout ça, personne, parmi ce milieu qu'on fréquentait, nous parlait de danger d'intelligence artificielle pour la démocratie. Et les premiers qui m'en ont parlé, je m'en souviens très bien, c'était des étudiants de l'école d'à côté, les étudiants des Arts Déco, dans une boum commune organisée entre élèves de Normal Sup et élèves des Arts Déco, et dans laquelle j'étais très impliqué parce qu'à cette époque, déjà politique dans l'âme, j'étais président de BDE.
Et donc, j'étais là, à aller voir de ci, de là, qu'est-ce qui se passe. Et je tombe sur ce groupe d'étudiants en art qui avait envahi la BD-Tech, dessiné une petite caricature de moi sur le mur, c'était très flatteur. Et quand on a engagé la conversation, ils se sont mis à dire « Ah ben oui, vous faites des algorithmes, oui, mais il y arrivera un moment où les algorithmes générateurs d'images et de textes seront tellement perfectionnés qu'on ne distinguera plus le vrai du faux, ça fera peser une menace sur la démocratie et le débat public, parce que les nouvelles qui seront engendrées seront trop crédibles, tout sera truqué et ainsi de suite. » Et j'étais juste incapable de comprendre ce qu'ils me disaient. Pourtant, sans aucun doute, je programmais 10 fois, 100 fois mieux qu'eux. Mais le langage qui me parlait, c'était un langage de l'articulation de l'algorithme avec la société. La clé, c'était une question de sociologie. Je ne sais pas qui était leur professeur. Il y a toute une tradition de sociologues et de philosophes français de la technique qui ont beaucoup écrit sur les rapports entre technique et humain. Les noms les plus célèbres, peut-être Jacques Ellul, ou Bernard Stiegler, ou Ivan Illich, ou d'autres encore. Et je ne sais pas si certains là-dedans étaient influencés, mais en tout cas, ils me décrivaient très précisément, rétrospectivement, ce qui est arrivé 30 ans plus tard, avec dans le débat public, sans arrêt, voici les fausses nouvelles. Oui, Guy Debord aussi, j'aurais pu mentionner sur la question, les liens entre technique et êtres humains. Et récemment, précisément, pour une conférence organisée par la Fondation de l'écologie politique, que j'ai le bonheur de présider depuis quelques mois, on m'a commandé, la commande qu'on me passait, c'était « Fais-nous une conférence sur Jacques Ellul et l'intelligence artificielle ». Jacques Ellul est un philosophe, sociologue, théologien, très influent à travers le XXe siècle, avec une œuvre considérable, il a écrit 60 ou 80 bouquins, très connu comme philosophe de la technique et sociologue, très connu aussi comme théologien. Et donc, je me plonge là-dedans. Et je constate, ouvrage après ouvrage, j'ai pas lu les 80, mais j'en ai potassé une bonne douzaine. Et je constate que, il a juste rien compris à l'intelligence artificielle, mais tellement rien, même si ces derniers ouvrages datent des années 80, mais même ce qu'il écrit sur l'IA dans les années 80, ça n'a juste aucun sens. Même par rapport aux connaissances de l'époque, c'était complètement à côté de la plaque. Pour autant, quasiment toutes les prédictions majeures qu'il fait sur la technique et l'évolution humaine, 90% de ces prédictions se retrouvent réalisées par l'IA et en plein dans le mille. Et même dans certains cas, l'IA est le meilleur exemple que je connaisse de la prédiction en question. Et troisièmement, donc j'ai fait la conférence il y a quelques mois, et alors que ça fait 6 ans que je baigne dans ce débat et que j'entends à peu près tout ce qui peut se dire, en lisant Ellul, je me suis dit, tiens, mais ça, on n'a jamais adopté cette grille de lecture par rapport à l'IA, ça serait intéressant. Je vois que son regard croisé avec quelqu'un qui est à la fois sociologue et théologien et intéressé par les techniques, donnait accès à des grilles de lecture qui étaient pertinentes. La leçon, c'est quoi? De l'une comme de l'autre anecdote. Pour aborder le sujet intelligence artificielle, c'est pas forcément l'expert en programmation qu'il faut écouter, c'est plutôt le confluent des pratiques. Ça se joue à l'interface entre sociologie, philosophie, économie, technique, mathématiques, politique. C'est tout un ensemble, tout un tout. Ce qui en fait un objet passionnant. Et les années que j'ai pu baigner dedans, ça a été passionnant aussi pour ça. Alors, je vais vous dire maintenant, en 1994, la prédiction des collègues des Arts Déco, elle tombait d'autant plus à plat qu'on était en plein dans ce qu'on appelait à l'époque le second hiver de l'IA. L'IA, c'est un sujet insaisissable. Parfois, ça décolle, parfois, ça stagne. Et ça commence très tôt. Et alors d'abord, que je vous dise aussi, on vous a menti depuis le début, au sens où l'IA n'existe juste pas. Je veux dire, il n'y a aucune façon de donner une définition rigoureuse de ce que c'est que l'intelligence artificielle, sauf à dire que c'est n'importe quel algorithme. Et les algorithmes, ça ne date pas de l'informatique. Donc si les premiers algorithmes, ils datent d'il y a 4000 ou 5000 ans, que vous apprenez à l'école primaire pour faire les additions, c'est déjà un algorithme. N'importe quelle tâche programmée, bien mise sous une succession d'opérations que vous exécutez sans les comprendre mécaniquement pour arriver au résultat. Et donc, intelligence artificielle, c'est n'importe quel algorithme
automatisant une tâche qu'on aurait cru réservée à des humains. Et ça, c'est presque une définition alors, acceptable. Alors, on va dire, mais elle est floue, ta définition. On sait, quand on dit qu'on aurait cru, qui c'est on? Ben, c'est l'ensemble, le discours, la société. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire des tâches? Ben, pas de définition claire, mais une tâche. Et même si je vous dis ça, ce n'est pas encore suffisant pour caractériser l'IA. Si on voulait caractériser l'IA, il faut rajouter « et qui fait le buzz ». Si ça ne fait pas le buzz, on ne l'appellera pas de l'IA. Même si vous avez un algorithme qui effectue des tâches, etc., c'est que quand c'est sous le feu des projecteurs qu'on va l'appeler intelligence artificielle. C'est même il y a une plaisanterie célèbre d'un grand spécialiste d'intelligence artificielle là-dessus, je ne sais plus si c'était peut-être Marvin Minsky ou quelqu'un ou John Carty, quelqu'un dans ces eaux-là. Et alors, le sujet décolle avec le décollage de l'informatique dans un premier temps. Donc on est au milieu des années 40, ça coïncide en gros avec la Seconde Guerre mondiale. Et il y a d'une part l'arrivée des premiers ordinateurs, la sainte trinité des pères fondateurs de l'informatique, Alan Turing, Janos von Neumann et puis Claude Shannon. Tous les trois doubles compétences de mathématiciens très branchés sur les questions théoriques et sur les équations différentielles et d'ingénieurs très inventifs. Juste quelques années plus tard, fin des années 40, la découverte du transistor, qui va être la base de toute l'industrie informatique. Et ensuite commence un essor considérable de calculateurs de plus en plus perfectionnés, de plus en plus efficaces, dans une course à la miniaturisation qui, elle, est extrêmement bien prédictible et continue, si on regarde l'évolution. Depuis cette époque-là jusqu'à tout récemment, les performances ont cru exponentiellement, c'était la fameuse loi de Moore, jusqu'à atteindre des vitesses absolument phénoménales. Ça, c'était pour la partie matérielle, les calculateurs. Et par-dessus, la couche algorithmique, elle, a été beaucoup plus imprédictible. On commence dans l'enthousiasme dans les années 50, et les mots intelligence artificielle datent des milieux des années 50, quand on organise les premiers colloques pour se dire on va comprendre l'intelligence humaine avec les algorithmes. Les algorithmes permettent d'effectuer des tâches très efficacement, ça donne des clés pour comprendre le fonctionnement du cerveau. Le rêve d'Alan Turing. On continue, ça grimpe, ça décolle, et puis dans les années 70, paf, ça stagne. Plus de progrès majeurs sur la façon de faire des algorithmes entre guillemets intelligents. Les théoriciens piétinent, les financements s'écroulent, rien ne se passe de particulier. Puis dans les années 80, ça redécolle. Grande mode des systèmes experts, des langages de programmation bien adaptés. C'était l'époque du Lisp, du COBOL. Il y en a qui ont programmé dans ces langages, j'entends dans la salle. Et puis, l'industrie qui se dit, là, c'est phénoménal, on va comprendre plein de choses avec ça. Un énorme essor sur l'intelligence artificielle. C'est à cette époque-là que moi, j'en entends parler pour la première fois. J'étais gamin à l'époque. Et à travers les ouvrages de Douglas Hofstadter, grand vulgarisateur mathématicien des années 80, le meilleur de tous selon moi, passionné par l'intelligence artificielle. Son grand succès s'appelait Gödel et Scherebach. Et il écrivait aussi très régulièrement des très belles chroniques pour les revues scientifiques. Et comme Turing, il était persuadé que l'intelligence artificielle, c'était la clé majeure. L'ordinateur, c'était la clé majeure pour comprendre la conscience, la créativité, l'intelligence et tout ça. Bon, enthousiaste. Fin des années 80, tout ça s'écroule. Et dans les années 90, c'est à nouveau l'hiver. Plus personne n'y croit. Ça ne marche pas. Tous les espoirs qu'on plaçait là-dedans sont retrouvés sans suite. Et c'est l'hiver. Personne mise dessus. À l'ENS, on ne nous encourageait pas à aller là-dedans. Et de toute façon, il y avait très peu de volontaires. C'était juste pas un sujet sous les projecteurs. Redémarrage du sujet à une date très précise. Et cette date très précise, elle n'a rien à voir avec l'invention d'un nouvel algorithme.
elle a à voir avec un match, une partie, un jeu. Vous voyez auquel je fais allusion? Un jeu d'échecs, absolument. 1997, dans une partie très médiatisée, Garry Kasparov, alors champion du monde et plus grand joueur du XXe siècle, de très loin, joue une revanche contre IBM et sa machine Deep Blue et perd. Il perd pas de beaucoup, il perd à la dernière partie, il perd aussi, on va y revenir, mais en tout cas il perd. Ce match extraordinairement médiatisé est vu et mis en scène par IBM, qui à l'époque a besoin aussi de se regonfler parce que son action, sur le cours de son action est bien en chute, et qui est présenté comme le grand match de l'intelligence humaine contre l'intelligence artificielle. Alors, Kasparov y perd pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que il est déstabilisé par la forme que prend le match. Il y a une pression monstrueuse et IBM ne veut pas donner le détail des parties jouées par l'ordinateur. Il y a un secret terrible derrière. Et puis Kasparov est persuadé que parfois il y a de la triche et que ce sont des humains qui jouent à la place de l'ordinateur. Comme Kasparov, toute sa stratégie, c'est justement d'essayer de tirer parti de la nature mécanique de l'ordinateur, il est déstabilisé. Il sous-estime la façon que l'ordinateur va pouvoir réagir de ci ou ça. Et à un moment, en plus, il y a un bug du programme qui le déstabilise encore plus. À un moment où le programme est incapable de trouver le meilleur coup, il joue un coup aléatoire. C'est dans le programme, un coup aléatoire parmi les coups qui ne sont pas mauvais. Et là, Kasparov est complètement planté. Mais pourquoi il a joué ça? C'est quoi le plan derrière? Il n'y avait pas de plan, mais ça l'a complètement déstabilisé. Ce n'était pas dans la dernière partie, mais dans une partie précédente. Et ça a contribué à le mettre dans tous ces états. Bon. Et donc, Kasparov se retrouve à perdre cette partie. Et tout le monde dit extraordinaire, l'humain, la machine et tout ça. En vrai, pas de révolution algorithmique. Les algorithmes qui étaient utilisés étaient déjà dans l'air du temps. Une vraie prouesse dans la façon d'organiser les calculs. Sou, l'ingénieur qui avait bossé là-dessus dans IBM, avait complètement réorganisé toute l'architecture de la machine, depuis les puces jusqu'au câblage de la machine. Et il y avait eu un travail énorme qui avait été fait aussi en partenariat avec des grands maîtres internationaux et tout ça. Mais notez bien, cette partie d'échecs, dedans, la question de l'identité est posée extrêmement forte, la question de la compétition et la question du bluff. Le bluff, c'est un mot-clé qui irrigue l'intelligence artificielle depuis le tout début. Et jeu d'échecs, c'est pas anodin. On est très fiers du jeu d'échecs parce que c'est un jeu de très grande stratégie. Alan Turing et Claude Shannon avaient tous les deux rêvé d'un moment où le jeu d'échecs pourrait être automatisé. Et même les tout premiers exemples de tromperie entre la machine et l'humain, c'était précisément sur une tromperie aux joueurs d'échecs artificiels. Le joueur turc mécanique de Maelzel. Il y a une nouvelle d'Edgar Poe qui parle de ça. C'était un automate qui était présenté dans toutes les cours d'Europe au début du XIXe siècle. Napoléon a joué contre lui, entre autres. C'était un automate avec que des rouages, des mécaniques et tout ça. Et puis on le voyait jouer la partie. Évidemment, c'était même totalement hors de portée tous les concepts physiques de l'époque. En vrai, c'était un humain qui s'introduisait dans le mécanisme pour jouer. Donc c'était comme un tour de prestidigitation. Il y avait un remplacement des rouages par un humain. Et le truc était un objet de curiosité. Tiens, il y a ce robot qui joue aux échecs et ainsi de suite. Donc dès ce moment-là, dès le début du XIXe siècle, le jeu d'échecs est utilisé comme la façon d'introduire le match de la mécanique contre l'humain et à l'occasion d'une tromperie sur l'identité. Et donc, 1997, c'est une version moderne qui se rejoue. Mais là, tromperie ou pas tromperie, alors dans une série Arte qui s'appelle Rematch, que certains d'entre vous ont vu à coup sûr, ce match est mis en scène avec quelques libertés qui sont prises avec la véracité scientifique, mais globalement une série qui se tient bien et dans laquelle il imagine qu'il y a eu effectivement une tricherie et que dans certains cas, sont des humains qui ont joué les coups. Ce qui est, après tout, IBM n'a rien fait pour dissiper les doutes, ayant démantelé son programme dès la fin de la partie et refusé de publier les algorithmes. Et ils avaient bien gagné leur coup, c'était tout, ça leur suffisait pour la suite. Et à partir de là, c'est le redémarrage. En vrai, ce qui a changé, c'est la puissance de calcul,
la façon de mener les projets à l'interface entre humains et algorithmes, hein, par exemple cette coopération entre les grands maîtres et l'algorithme. D'ailleurs, après, Kasparov lui-même a travaillé avec des équipes algorithmiques pour développer des logiciels d'échecs et a arpenté les conférences du monde entier en disant ce qui compte le plus dans le développement des logiciels, c'est l'interface entre l'expert humain et l'algorithme. Et cette combinaison-là qui est le point clé le plus sensible du développement. Mais dans la suite, c'est un signal, on se réintéresse à l'intelligence artificielle. D'autant plus qu'il y a un vrai truc qui démarre, et ce n'est pas un hasard, ça se fait en même temps que la puissance de calcul des ordinateurs devient suffisante pour concurrencer les meilleurs humains aux joueurs d'échecs, eh bien, la société numérique commence à émerger. Arrive l'Internet et son développement. Les adresses mail commencent à prendre, ça se compte en millions, en dizaines de millions et ainsi de suite. Les premiers sites de référencement de l'information numérique, c'était Yahoo, puis ça a été Alta Vista, puis 1998, c'est la fondation de Google qui va tous les écraser. Et l'arrivée des premiers réseaux numériques et tout ça. Bref, la numérisation du monde est en cours. En soi, ce n'est pas un fait algorithmique, mais ça veut juste dire qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs, de plus en plus de choses qui s'échangent, de messages, de données, etc. Et puis, c'est la faillite de Kodak, c'est l'arrivée de toutes les données numériques de partout. Donc, cette numérisation du monde, qu'on va y revenir, c'est un préliminaire indispensable à la suite de l'émergence de l'intelligence artificielle. Sans cette numérisation gigantesque, les algorithmes qui sont aujourd'hui en place et qui font le buzz, ils ne marcheraient juste pas. Ce préalable, c'était la mise en place de cette société numérique qui duplique ou qui devient une société en tant que telle. Alors Google, on va en parler. Google, c'est un vrai changement d'époque avec un algorithme de recherche qui est vraiment efficace. Contrairement aux précédents algorithmes de recherche, Google se dit pour trouver la pertinence, alors Google c'est Larry Page, Sergey Brin, tous les deux des enfants d'enseignants-chercheurs, hein, russes d'un côté, américains de l'autre, leurs 4 parents étaient enseignants-chercheurs, biberonnés à l'algorithmique, à la mathématique, à la physique, à la programmation geek, camarade à Stanford, qui est encore aujourd'hui une des plus prestigieuses universités dans le monde et à la pointe souvent sur les innovations numériques. C'est aussi de là qu'est parti Facebook et ainsi de suite. Et ils se disent, ben voilà, on va se mettre dans le projet, on va faire un moteur de recherche utile. Il y a de plus en plus de données, on veut les rechercher sur le web. Comment on va faire? Et comprenant qu'il ne fallait pas chercher à donner du sens au mot de pertinence, c'est compliqué. Ça veut dire quoi, pertinent? Comment vous allez traduire en règle la pertinence? La pertinence, vous allez la rechercher dans la structure même de l'information numérique. Il y a des millions de gens qui ont contribué à dire à travers leur page web ce qui leur semblait pertinent par rapport à leurs problèmes. En particulier à partir des références web, les liens HTML, quand vous avez une page web qui pointe vers une autre, c'est pour dire ça et c'est quelque chose d'intéressant. De la même façon, quand on fait de la recherche, vous avez une liste de références, et ces références, c'est pour dire voilà les articles qui sont intéressants et qui sont pertinents. Et plus un article est cité, plus il a de chances d'être pertinent, surtout éventuellement indirectement. Peut-être qu'il n'est pas cité directement, mais tous les articles citent un article qui lui-même va citer cet article. Et bien, cet article qui est cité en fin de course, il a de la chance d'être pertinent. Il peut y avoir de la triche, bien sûr. Et vous avez ces exemples dans les revues d'astuces pour être davantage cités, où A cite B, qui cite A, qui cite B, qui cite A, et ainsi de suite. Ou parfois des boucles plus compliquées. Il y a eu des scandales considérables comme ça là-dessus dans les années dernières. Évidemment, ça fausse le truc et c'est votre boulot d'arriver à détecter ça si vous voulez faire, par exemple, une liste des articles par ordre de pertinence. Bon. Et donc, avec cette idée de Brin et Page, pour déterminer ce qui est pertinent, on va regarder on va chercher quelles sont les pages web vers lesquelles on pointe le plus en dernier recours. Et ça, c'est un problème mathématique bien posé, net, clair. Vous avez un ensemble de points, chaque point c'est une page web, un ensemble de flèches qui vont d'un point vers un autre, ça c'est un lien, et vous vous demandez, ça on appelle ça en mathématiques un graphe orienté parce que les flèches elles vont d'un endroit vers un autre, et vous demandez c'est quoi alors ça s'appelle la mesure invariante sur ce graphe orienté, et il y a tout un paquet de techniques pour les calculer, et c'est un problème qui avait 100 ans.
On commence à bosser sur ce problème au début du XXe siècle. Et une méthode qui est très efficace pour résoudre ce problème, c'est de s'en remettre au hasard. Imaginez, vous ou votre double numérisé, allant visiter une page web et regardant toutes les pages web qui sont référencées. La page A pointe vers 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Eh bien, vous allez aller choisir une des pages web vers laquelle ça pointe au hasard. Et puis cette page web pointe vers 3 pages web, et bien vous choisissez une des 3 pages web au hasard. Et vous continuez comme ça en vous baladant complètement au hasard sur l'ensemble du web. Ça, c'est une marche aléatoire pour les mathématiciens. Et puis, au fur et à mesure de ce procédé, peut-être vous allez revenir sur certaines pages web. Vous allez vers la page web 1 qui fait référence à celle-ci, puis elle revient ici, etc. Et vous allez voir comme ça, dans toute cette grande visite aléatoire, quelles sont les pages web que vous rencontrez souvent. La page web que vous rencontrez le plus souvent, ben, c'est peut-être la plus pertinente. Et vous voyez comment on est passé d'un problème qui semble demander de l'intelligence, pertinent, on se dit il faut être intelligent pour savoir qu'est-ce qui est pertinent, à un problème qui est purement statistique. Je me balade au hasard et je compte le nombre de fois que j'arrive sur telle ou telle page. Eh bien, ce problème purement statistique, il peut se résoudre de façon ultra efficace, ultra rapide. C'est un algorithme en tant que tel, c'est stupide. Aller au hasard, c'est le plus bête que vous puissiez imaginer. Mais ça résout une tâche qu'on aurait cru réservée aux humains. Et voilà comme ça, le principe de base de cet algorithme PageRank. Alors après, il y a eu plein de perfectionnements, mais le principe de base, c'était ça. Et voilà comment cet algorithme va jouer le match avec les meilleurs experts humains. Oui, c'était une tâche, avant ça, c'était une tâche réservée aux humains, trouver la bonne information pertinente. Vous devez trouver l'information pertinente dans 1 million de références, ben vous allez voir un professeur, un ingénieur ou un bibliothécaire. Comment je fais? J'ai tel problème là-dessus, qu'est-ce que je fais? Ben là, vous tapez dans votre barre de recherche le mot-clé qui vous intéresse et automatiquement, dans les millions de données numériquement disponibles, avec ces algorithmes stupides, il va rechercher et vous faire des suggestions sur ce qui est le plus pertinent. Et ça coche donc toutes ces cases pour une tâche qui remplace les experts humains, une tâche qui est remplacée. Alors, maintenant, quand on parle aujourd'hui dans le débat public d'intelligence artificielle, on ne parle pas des moteurs de recherche. La seule raison pour laquelle on ne parle pas des moteurs de recherche quand on parle d'intelligence artificielle, c'est que les moteurs de recherche, ils marchent. Ils marchent très bien, on s'y est habitué, on les utilise tous les jours, et donc, c'est plus ça qu'on va appeler intelligence artificielle. Intelligence artificielle, je vous disais tout à l'heure, c'est toujours lié à ce qui est nouveau, qui excite l'imagination et qui va permettre aussi aux entrepreneurs de chercher les milliards. Et donc, ça se déplace à chaque fois. Ce qu'on appelait il y a une époque, maintenant, c'est plus le cas. Il y a eu une époque où le problème de la traduction automatique, c'était un emblème de problème d'intelligence artificielle. Vous aviez des universitaires qui faisaient leur carrière sur la traduction automatique et c'était bien identifié comme un problème d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on s'en fiche un peu. Vous avez des entreprises qui font ça super bien. Vous avez les algorithmes en ligne qui marchent bien. Ça marche, on s'y est habitué. C'est plus de ça qu'on parle, c'est plus de ça qu'on a peur ou c'est plus ça qu'on attend comme étant un sauveur. Et donc, les choses se déplacent. Et en tout cas, petit à petit arrivent ces tâches dans cette société numérique qu'on arrive à mettre sur le plan d'intelligence artificielle. La recherche automatique, c'est un exemple majeur, mais c'est impressionnant peut-être, mais pour tout le reste, pour la plupart des tâches classiques, quotidiennes, et en particulier dessiner, parler, conduire, etc., la recherche continuait à piétiner. L'étape suivante, majeure, le coup de théâtre d'après, alors c'est un sujet qui fonctionne entièrement en coup de théâtre. Premier coup de théâtre, je vous l'évoquais, c'était, je vérifie le timing, tout va bien. Coup de théâtre de la partie de IBM contre Kasparov. Pour retrouver un tel coup de théâtre, il faut attendre 2012. Et celui-ci, ce n'était pas un coup de théâtre public majeur, c'était un coup de théâtre universitaire. Coup de théâtre universitaire à l'occasion d'un grand concours de reconnaissance automatique d'images qu'on appelait le concours ImageNet. En tout cas, le concours fait à partir de la base de données ImageNet. 2012, c'était la 3e édition de ce concours annuel, organisé encore à Stanford, par une mathématicienne d'origine chinoise, bien connue dans le domaine, Fei-Fei Li. Elle qui avait compris que pour progresser dans la reconnaissance automatique d'images,
Il fallait une base de données sur laquelle on puisse entraîner les algorithmes. L'entraînement, c'est quoi? L'entraînement, c'est l'étape clé de la construction de votre algorithme d'intelligence artificielle. L'apprentissage, on dit aussi. Ça correspond un peu à ce que nous, humains, on appelle apprentissage, qui se fait aussi chez bien des espèces d'animaux. Un ensemble, une certaine procédure qui vous permet de progresser sur une tâche particulière. Il y a 3 grandes familles d'apprentissage. Apprentissage par règle, où on vous dit, pour bien faire tel sujet, il faut d'abord faire ci, puis ça, regarder ça. L'apprentissage par l'exemple, dans lequel on vous donne un paquet d'exemples, et à vous de vous débrouiller pour trouver par vous-même les règles, vous les approprier. C'est évidemment la façon dont nous, humains, apprenons le langage, par exemple. On apprend, nos enfants apprennent à parler bien avant d'avoir la moindre notion de ce que c'est qu'une règle de grammaire. Si votre gamin de 3 ans, vous essayez de lui expliquer le sujet, le verbe, le complément, l'imparfait et tout ça, vous regardez avec des grands yeux. Mais pourtant, conjugue déjà. Et même a compris comment par exemple, comment conjuguer à un certain temps des verbes dont il n'a jamais vu cette forme. Vous donnez un nouveau verbe, il sait le conjuguer au futur par analogie avec les autres verbes conjugués au futur, sans avoir la notion de ce que c'est formellement que la conjugaison. Éventuellement, il va se planter si le verbe est irrégulier, justement. Mais par l'exemple, il apprendra à gérer l'irrégularité. Bon. Le gros de l'intelligence artificielle aujourd'hui fonctionne par cette seconde méthode d'apprentissage, par exemple, qu'on appelle l'apprentissage statistique. Mais pour revenir sur les différentes méthodes d'apprentissage, 3e méthode, par l'exploration calculatoire. On peut appeler renforcement. Exploration calculatoire, par exemple, vous voulez progresser au jeu d'échecs et vous vous mettez, devant votre échiquier, à faire toutes les parties d'échecs possibles, à imaginer les coups, prenez un manuel, vous explorez d'autres trucs par les manuels, etc., etc. Et éventuellement, vous allez tomber sur des configurations que vous n'avez jamais vues, que personne n'aura jamais faites. Donc cette exploration, c'est une 3e méthode d'apprentissage. Quelle que soit la méthode, le problème quand vous avez un algorithme aujourd'hui à mettre sur pied, c'est souvent que vous allez mettre sur pied un algorithme possible, laisser un paquet de paramètres libres ou variables en vous demandant quelle est la meilleure méthode, les meilleurs paramètres pour faire l'action. C'est quoi un paramètre? Paramètre, c'est une quantité qui, dans votre problème, varie. Par exemple, si votre problème, c'est une recette de cuisine, vous pouvez vous demander comment je fais varier la quantité de farine par rapport à la quantité de beurre. Et vous avez peut-être une dizaine de paramètres dans votre recette et vous pouvez faire des expériences pour trouver le meilleur paramètre qui va vous donner la meilleure madeleine. Bon. Un paramètre, ça peut être dans une recette chimique, pareil, quel ingrédient je vais mettre, quel est le dosage. Si vous êtes romancier, le paramètre, ça pourrait être le bon dosage entre les phrases à la première personne et les phrases qui interpellent le lecteur, le bon dosage entre le futur et le présent, etc. Vous avez comme ça toutes sortes de paramètres que vous pouvez ajuster. Les gens qui s'occupent de faire de la publicité ciblée, les gens qui s'occupent de faire de la manipulation en ligne pour les élections, utilisent des modèles de psychologie, des modèles de personnalité dans lesquels on réduit la personnalité humaine à 5 paramètres. Et on considère que les humains, ils sont plus ou moins ouverts, plus ou moins conscients, enfin conscienciosité, c'est le mot, c'est le terme technique, etc. Et en fonction de ces 5 paramètres, qui essaient de détecter à partir de vos traces numériques, des sites que vous consultez, etc., ils vont vous envoyer un message qui va être plutôt inquiétant ou plutôt alléchant, etc. Donc un ensemble de paramètres. Dans n'importe quelle tâche, n'importe quelle représentation, vous avez ces paramètres. Et votre grand problème de la tâche, souvent, ça va être trouver quels sont les meilleurs paramètres, optimiser. L'apprentissage, c'est un 2e programme qui va automatiquement modifier les paramètres de votre premier programme pour le rendre plus efficace. On parle là de combien de paramètres? Alors, quand vous étiez au lycée, vous avez pu voir des fonctions avec peut-être un paramètre ou 2 ou 3, guère davantage. Une fonction, ça prend une variable d'entrée x, ça donne une variable de sortie y, f de x égale y, et peut-être qu'il y a des paramètres. Par exemple, l'équation d'une droite, c'est y égale, ou f de x égale ax plus b. A et b sont 2 paramètres. Bon. Comment ajuster les 2 paramètres pour que ça marche au mieux? Alors,
dans les programmes d'aujourd'hui, il y en a beaucoup des paramètres. On dit que ChatGPT 4, c'est 1000 milliards de paramètres. Bon, on n'est pas sur les fonctions à 3 paramètres de nos lycées. Évidemment, ce n'est pas des humains qui ajustent les 1000 milliards de paramètres. Ce sont des programmes qui font tourner avec une débauche d'énergie phénoménale pour trouver la meilleure façon d'avoir les meilleurs paramètres là-dedans. Alors, comment on fait pour optimiser ces paramètres? Il y a toutes sortes de techniques, de recettes. Ça, c'est l'art des spécialistes d'informatique. Et le problème, justement, dans ce grand concours d'images, c'était de trouver les meilleurs paramètres pour que la fonction reconnaissance d'image elle soit bien adaptée. Fonction reconnaissance d'image, c'est vraiment f de x égale y. X, c'est une image, vous la changez en nombre. Ben, par exemple, pour chaque pixel, vous mettez le niveau de gris ou le niveau de couleur. Donc, vous avez un vecteur avec une quantité considérable de coordonnées, de composantes. Et puis, vous le faites passer par la fonction f et ça vous renvoie une image, un y. Et ce y, ça va être typiquement une classification. Ça doit vous dire f de x égale éléphant si l'image, c'est un éléphant. F de x égale chat si l'image est une image de chat. F de x égale réverbère si l'image est une image de réverbère. Alors, dans la base de données de Fei Fei Li, qui a fait travailler des quantités d'humains pour annoter patiemment des millions et des millions d'images, vous aviez des milliers de catégories. Des tas et des tas d'images de chiens, de chimpanzés, d'humains, de réverbères, etc. Et le but du jeu, c'était qui va faire l'algorithme qui sera la fonction la plus précise, celle qui aura le moins de taux d'erreur. Elle sera entraînée à partir des données de cette base de données, et ensuite on lui présentera de nouvelles images, et elle devra reconnaître automatiquement. Et à ce jeu-là, il y avait les gens s'exerçaient, il y avait toutes leurs recettes. Et 2012, pourquoi c'est historique? Parce que ce jour-là, un jeune informaticien ukrainien, canadien, du nom de Alex Kryjovski, écrase la compétition. Son algorithme reconnaît tout avec 2 fois moins d'erreurs que tous les autres, presque. Et comment t'as fait tout ça? Et quand il explique son truc, on voit que la méthode qu'il utilisait, c'était une technique qui s'appelle les réseaux de neurones profonds. Réseaux de neurones convolutifs, pour faire pédant. Technique qui était connue depuis 30 ans et qui même avait été théorisée dans sa version de base réseau de neurones dès les années 40. Et donc tout le monde, toute la communauté mondiale, à quelques très rares exceptions près, était persuadée dans les 2010 que juste ça ne marchait pas. Et ouais, les meilleurs experts informatiques, dans les réseaux de neurones, on a essayé, ça ne marche juste pas. C'est malin. Le principe des réseaux de neurones, c'est imiter le fonctionnement du cerveau animal. Un neurone, c'est une unité. 2 neurones communiquent l'une avec l'autre par un axone, et puis il y a une synapse qui fait le contact. Vous avez des influx nerveux qui se propagent de neurone en neurone. Chaque neurone, il reçoit des influx nerveux. Pensez-y comme des nombres, peut-être une intensité électrique, un potentiel. Il les combine et il les renvoie à d'autres. Et évidemment, ça peut faire des choses très compliquées en fonction du réseau. Savoir quels neurones sont joints avec tels autres, etc., etc. Et en fonction, les paramètres dans un réseau de neurones, ça peut être quoi? Le poids que vous mettez sur les différents axones. Si je suis un neurone, je reçois de l'information qui vient de 3 autres neurones peut-être, mais je vais faire plus confiance à celle qui vient d'ici. Si je les combine, peut-être ça va être 50% celui-ci, 20% celui-là, 30% l'autre. Mais je peux ajuster ces paramètres. Alors vous imaginez les neurones connectés les uns les autres, plein de paramètres à ajuster, etc. Il y a des techniques pour chercher parmi tous ces paramètres, les mettre à jour en fonction des bases d'exemples pour que ça approche au mieux, dans son principe de fonction, les exemples qui ont déjà été donnés. On l'entraîne sur ces exemples déjà là. Technique en elle-même, l'algorithme, là aussi c'était connu de longue date, les principes généraux de l'algorithme, mais en 2012, tout se met à marcher. Alors que c'était abandonné par les uns et les autres. Abandonné par presque tout le monde. Hein. C'était un tout petit groupe qui croyait dur comme fer et qui continuait avec acharnement à croire en ces réseaux de neurones et en croire qu'ils allaient résoudre les problèmes d'IA. Le plus ancien, Geoff Hinton, britannique, qui était issu d'une grande tradition britannique d'interface entre l'informatique et les sciences biologiques et chimiques. Ses disciples, parmi lesquels les 2 plus brillants étaient le français Yann Lequin et le québécois Yoshua Bengio, et qui ont passé des années et des décennies à trafiquer leur réseau de neurones, chercher la bonne façon de faire ci et ça.
Yann Lequin en particulier, influencé par les thèses sur le développement cognitif de Piaget, en disant on va utiliser une première rangée de neurones pour certaines informations sur la donnée qui seront des informations de grande échelle, puis quelque chose de plus petite échelle, les recombiner comme ci ou comme ça en cherchant des seuils, des paliers, différentes couches de neurones, pas juste un réseau, mais un réseau organisé en couches. C'est ça qu'on appelle l'apprentissage profond, en fonction du nombre de couches qui décrit la profondeur. Et puis les petits jeunes qui étaient là, donc Alex Krzyzewski, son collègue Ilya Sutskever, et tous d'une même famille, si je puis dire, scientifique, qui croyaient dur comme fer. Et ils bénéficient en 2012 de puissance de calcul supplémentaires et d'une innovation que personne n'avait attendue, qui s'appelle les processeurs graphiques, développés à la fin des années 2000 par l'industrie des jeux vidéo. Et ces processeurs, ils étaient là pour mieux gérer un certain parallélisme des données, mieux gérer les données graphiques. Ils étaient là pour accélérer les jeux vidéo. Et ce qu'ils se disent, là, donc Krzyzewski et les autres, c'était son sujet de recherche à Krzyzewski, on va faire un réseau de neurones qui sera fait à partir de ces nouvelles unités. Et les performances ont été époustouflantes. Voyez bien comment, dans ce cas encore, ce n'est pas le progrès d'un algorithme en particulier ou d'un principe algorithmique. Ce n'est pas une grande découverte scientifique. C'est un ensemble de recettes, un changement dans le solide, le hardware, le matériel, et puis tout un art, un savoir-faire. Et alors tous les personnages de cette aventure, ils sont devenus aussi célèbres qu'on puisse imaginer. Hinton vient de recevoir le prix Nobel de physique, ce qui est très bizarre, mais en tout cas reconnu comme étant la personne qui a le plus contribué à la résurrection des réseaux de neurones. Hinton encore, plus Lequin, plus Benjo ont reçu le prix Turing, qui est un peu le Nobel de l'informatique il y a quelques années. Et la boîte qui était à cette époque-là, qui produisait les réseaux, les processeurs graphiques, et que ça semblait être juste un truc de niche pour les jeux vidéo, aujourd'hui c'est la première capitalisation mondiale. Elle s'appelle Nvidia. Plein de gens dans le grand public n'ont pas entendu parler de Nvidia, mais aujourd'hui, c'est la première capitalisation mondiale. Et la seule entreprise avec quoi il doit y avoir Microsoft et Apple a dépassé les 3 000 milliards de capitalisation. Et si Nvidia est aussi haut, c'est uniquement par le développement de l'intelligence artificielle et uniquement par l'essor des réseaux de neurones profonds. Et je vous parlais d'un sujet insaisissable, imprédictible, même par les experts. En à peine plus d'un an, ce qui est juste rien à l'échelle scientifique, toute la communauté mondiale de l'intelligence artificielle, ou presque, se convertit au réseau de neurones. Les mêmes qui disaient ça marche pas, disaient bon, finalement ça marche, allez, on y va. Et en quelques années, les performances, aussi bien en reconnaissance de texte qu'en traduction, qu'en reconnaissance de langage, tout ça, dans tous ces sujets-là, la performance algorithmique s'est mise à dépasser celle des humains. Aujourd'hui, un algorithme reconnaît une adresse sur une enveloppe, une adresse manuscrite, avec plus de fiabilité qu'un humain. Parce qu'il a tout simplement bien plus d'exemples, il a appris sur énormément plus de données, et ainsi de suite. Mais aussi, c'est venu sur des domaines tels que le diagnostic médical. Sur les images de fractures, les algorithmes font moins de fautes que les meilleurs humains. Le diagnostic de certains cancers, la reconnaissance de certains signes statistiques d'épidémie. Bien comprendre que dans tous ces exemples, c'est jamais de l'intelligence qu'il y a derrière. C'est toujours f de x égale y. Et le f en tant que tel, il n'a pas plus d'intelligence que la formule qui calcule vos impôts. Il a plus de paramètres, ça c'est sûr. Alors on sait que la formule qui calcule les impôts, déjà, elle en a des paramètres. Et le code fiscal passe pour être le plus incompréhensible de tous les codes, de tous les codes de la loi française, qui passe pour être la plus exubérante du monde. Bon. Mais les 1000 milliards de paramètres, aucun code, rien ne peut lutter avec ça. Aucune création humaine ne peut rivaliser avec ce nombre de paramètres phénoménal. Et donc, ce qu'on a vu dans les années qui ont suivi, c'est l'efficacité de cet apprentissage exploser. Alors attention, efficacité par rapport au taux de succès, pas du tout efficacité par rapport à l'acquisition de savoir-faire. Ces algorithmes vous demandent des montagnes de données, ils apprennent ce qu'est tel ou tel animal ou tel langage, ont besoin de beaucoup plus de données, ils auraient besoin de beaucoup plus d'heures de cours que nos gamins.
Et ils le font avec une débauche d'énergie. Il y a 4 ou 5 ordres de grandeur de différence entre la consommation d'un cerveau animal et la consommation d'un cerveau de silicium, si je puis dire. Le cerveau de silicium demandant beaucoup, beaucoup plus d'énergie. C'est juste des principes différents, des méthodes différentes. Et c'est dans ce contexte-là que je me retrouvais en 2018 chargé de la mission sur l'intelligence artificielle, dans un contexte qui était très chaud pour l'intelligence artificielle, justement, où là arrivaient les premières applications super efficaces à la médecine, les premières applications super efficaces à la publicité ciblée, les premières applications super efficaces à la déstabilisation de démocratie. C'était le scandale de Cambridge Analytica pour le Brexit, dont aujourd'hui encore les experts discutent pour savoir si ça a eu une influence ou pas. C'est un sujet de débat. C'était aussi le moment du triomphe, un autre triomphe en matière de jeu de l'IA, la victoire sur le jeu de Go. Le moment où l'entreprise DeepMind, fondée par le très brillant Demis Hassabis, parvient à mettre au point un algorithme qui terrasse les meilleurs humains au jeu de Go. Jeu de Go bien plus dur que le jeu d'échecs, parce que le combinatoire est bien plus compliqué, c'est plus instable, et le jeu est beaucoup moins, en un certain sens, théorisé. Les meilleurs joueurs de Go, il y a une part, entre guillemets, d'instinct bien plus forte que ce qu'il y a pour le jeu d'échecs. Et pour autant, à grands coups d'apprentissage, le jeu de Go, non seulement à partir de la fin des années 2010, donc, se met à écraser les humains, mais en plus découvre des coups, des stratégies auxquelles les humains n'avaient jamais pensé, et force les humains, tout déconfits, à admettre qu'ils sont intrinsèquement moins bons que ce qu'ils croyaient en matière de jeu de Go. Il y avait cette espèce de débat chez les théoriciens du jeu de Go, de combien on est loin de la perfection. Bon, le genre de questions que se posent les humains, jamais en mal d'ego. Et finalement, ils ont dû admettre qu'ils étaient bien moins bons que ce qu'ils croyaient, l'algorithme trouvant des stratégies nouvelles là où ils croyaient avoir vraiment fait le tour de tout ce qui était possible. Donc un moment vraiment remarquable. Mon rapport cherché là-dedans s'appelait « Donner un sens à l'intelligence artificielle ». Comment, dans cette masse de nouveaux succès de l'IA, trouver du sens et comment, pour la puissance publique, orienter les choses dans la bonne direction ou tâcher de l'encadrer dans la bonne direction. Avec les questions éthiques, les questions de formation, les questions économiques, les questions d'efficacité. 4 grands secteurs sur lesquels on insistait. Santé, qui aujourd'hui encore est le secteur dans lequel les applications scientifiques sont certainement les plus impressionnantes. Environnement, écologie en général, secteur qui, pour diverses raisons, pour l'instant, ne se marie pas très bien avec l'IA. Défense, bien sûr, là pour le coup, il n'y a qu'à voir la façon dont les techniques des drones évoluent au fur et à mesure que les algorithmes sont plus perfectionnés, la reconnaissance d'images. Alors, ce n'est pas un scoop, les progrès mathématiques, le secteur militaire a presque toujours été le premier à vouloir les récupérer et les utiliser. Et dès les années 40, la question de classification d'images automatiques, ça a intéressé les militaires américains. Et puis le quatrième secteur sur lequel on a insisté, c'était le transport, la mobilité. Alors là, ça a un peu vieilli, la discussion. En 2018, il ne se passait pas un mois sans qu'il y ait un grand colloque sur la voiture autonome. Aujourd'hui, c'est plus le sujet. C'est encore le sujet dans certains pays, mais pas ici, ou dans certaines entreprises et tout ça. Mais on s'est aperçu d'une part que c'était beaucoup plus dur que ce qu'on croyait, sans qu'on puisse vraiment l'expliquer, le véhicule autonome. Et ensuite, qu'à coup sûr, ce n'était pas la solution. Au sens où les enjeux écologiques demandent en particulier un allègement des véhicules. Ça, c'est les lois de la physique qui vous le disent. Et le véhicule autonome, les directions de recherche que ça a pris, c'est beaucoup de capteurs, ce sont de gros équipements, c'est quelque chose de lourd qui s'annonce. Puis le véhicule autonome, les simulations nous le disent, ne résoudra ni en tant que tel ni le problème de la pollution, ni le problème des ressources, ni le problème des embouteillages. Sera certainement statistiquement, s'il advient un jour, un plus en matière de sécurité, au sens où les accidents seront à terme moindres que pour la conduite humaine. Mais sur tous les autres secteurs que je viens d'évoquer, ce ne sera pas un progrès. Donc ça a changé de sujet. Dans le jour du rapport, j'insistais sur 3 mots-clés.
premiers qui, selon moi, sont les mots-clés qui doivent guider une stratégie d'intelligence artificielle. La expérimentation sur un sujet qui est resté encore extraordinairement pragmatique et expérimental, et où les meilleurs théoriciens sont bien en peine d'expliquer pourquoi tel algorithme marche mieux que tel autre. Le partage, dans un sujet qui demande à la fois du partage d'informations et de données et du partage de compétences. Tous les bons projets de développement d'intelligence artificielle efficace, ils se font dans une bonne boucle entre le développeur et l'usager et l'utilisation. Et les exemples abondent d'exemples dans lesquels on se retrouve avec des calamités, si la boucle n'est pas bien gérée, si le produit n'est pas bien évalué, et souvent même le contraire de ce qui était voulu au départ, comme dans l'ouvrage de Cathy O'Neill, Algorithme, la bombe à retardement, qui reste un peu l'ouvrage de référence pour montrer tout ce qui peut mal se passer avec l'IA. Ça date aussi de l'époque de mon rapport. Et puis, troisième mot-clé, souveraineté. Aussi bien la souveraineté géopolitique, dans un contexte où un gros enjeu, c'est pas se faire imposer les algorithmes de l'extérieur pour des questions démocratiques, pour des questions économiques, pour des questions d'usage. Et sur une échelle de souveraineté qui doit être prise à l'échelle nationale et à l'échelle européenne, échelle pertinente pour les questions de marché, pour des questions de compétences, pour des questions de ressources humaines, mais aussi la souveraineté dans les usages. Pas se laisser déposséder de telle ou telle tâche dont il est important qu'elle reste à des humains, ça peut être pour des questions de responsabilité, pour des questions de contact et ainsi de suite. Tout ça, chers amis, c'était la situation de 2018, c'est encore la situation d'aujourd'hui. Même si, entre-temps, est arrivé le coup de théâtre spectaculaire qui a frappé un beau jour de 2022 qui s'appelait ChatGPT et qui était l'arrivée des grands modèles de langage. Ça a changé la donne de façon considérable pour le débat public, pour le buzz, et aussi pour la multiplication d'un certain nombre de cas d'usage. Cas d'usage de traitement d'informations, de synthèse, d'administration, de choses comme ça. Même si, pour l'instant, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, les applications de l'IA effectivement mises en œuvre dans l'industrie, dans les universités et tout ça, elles ne reposent que très peu sur ces grands modèles de langage. Et le très très gros, c'est les techniques qui existaient déjà, les algorithmes qui existaient déjà avant, perfectionnés de ci, de là. Ces algorithmes de 2022, ils reposent sur une brique technique qui a été décrite dès 2017, donc à l'époque de notre rapport. Pourquoi est-ce qu'en 2017, on n'en parle pas? Cette brique technique s'appelle les transformers, enfin en 2018. Parce que même si les experts savaient que c'était là, ils ne jugeaient pas utile de le mentionner comme une étape majeure. Ils ne pensaient pas que ça allait changer la donne à ce point. C'est l'expérimentation qui l'a montré. Et les agents conversationnels qui sont arrivés, le chatbot comme on dit en 2022, écrasant à plat de couture les agents conversationnels qui étaient mis en œuvre jusque-là par Microsoft. Il y avait eu T, il y a eu Zo ensuite. L'agent conversationnel nouveau, là, il était bien plus efficace, bien plus performant. Il avait des hallucinations, il donnait des bêtises de temps en temps, mais il avait une qualité de rendu d'imitation humaine bluffante. Et là, d'un coup, ça a été un buzz phénoménal. Il a suffi de 5 jours à ChatGPT pour dépasser, à OpenAI, en tout cas la société commercialisant ça, pour dépasser le million d'utilisateurs, ce qui est le record de tous les temps pour une technologie. Évidemment, parce qu'il y avait la publicité qui allait avec. Et c'est l'arrivée, à partir de 2022, d'une nouvelle ère. On arrive au bout de mon exposé, mais on reviendra au cours de la séance de questions sur les fondamentaux de cette nouvelle ère très récente, très mise en lumière, dans laquelle les mots-clés sont le grand bluff avec les acteurs les plus en vue, les grands patrons milliardaires, vous expliquant pour les uns que l'IA va anéantir l'humanité, pour les autres que l'IA va transformer en Dieu. Sam Altman, le patron de OpenAI, dans son manifeste, il explique que certainement, grâce à l'IA, nous allons connaître toutes les lois de la physique, que grâce à l'IA, on pourra construire un monde dans lequel peut-être tous les humains vivront mieux que les milliardaires d'aujourd'hui et que tout ce qu'on a à faire, c'est d'investir suffisamment de milliards dans l'apprentissage profond, de construire suffisamment de grandes cathédrales d'entrepôts de données pour faire mouliner tout ça. Pour lui, c'est le changement de civilisation. Son ancien ami Ilya Sutskever
a quitté la boîte avec fracas pour fonder Anthropic et puis d'autres projets de développement. Il travaille sur un truc qu'il appelle Safe Superintelligence, précisément marquant qu'il considère la conduite de son ancien associé comme criminel. Son autre ancien ami Elon Musk, encore plus fou que les fous lui a lancé un grand procès à OpenAI et lancé sa propre boîte. Tout le monde, à qui plus de milliards et tout ça. Les experts, pendant ce temps-là, les experts, les algorithmiciens, eux, les uns sont impliqués à fond dans telle ou telle entreprise, se disant il faut bien qu'il y en ait qui bossent et qui essaient de comprendre quels sont les ressorts scientifiques de tout ça. D'autres s'occupent d'organisation du débat public. En France, par exemple, aujourd'hui, la grande coordinatrice de la stratégie intelligence artificielle, c'est la mathématicienne et programmeuse Anne Bouvreau. D'autres encore, pour le coup, s'effondrent. Ça a été le cas de Geoff Hinton, que j'évoquais tout à l'heure. Et je pense que c'est depuis 1945 la première fois qu'un lauréat du prix Nobel va dans le monde entier pour expliquer que son invention va sans doute anéantir le monde. 1945, c'était le prix Nobel de physique pour Otto Hahn, le découvreur de la fission nucléaire qui était à la base de la bombe atomique. Et puis, vous en avez toute petite minorité, comme Yann Lequin, qui continue d'essayer de garder la tête froide et d'en faire profiter le débat public. Yann Lequin donne des cours au Collège de France à l'occasion. Yann Lequin est sur tous les réseaux sociaux. Yann Lequin s'engueule publiquement avec Elon Musk qui raconte ci et ça. Et de tous les sujets scientifiques qu'on a vus émerger au cours du XXe, XXIe siècle, ce qui caractérise certainement l'IA, c'est que c'est celui qui est le plus marqué par la confusion du débat, l'hypermédiatisation. Il y en a eu des hypermédiatisations, il y en a eu, on pourra revenir, il y en a eu d'autres, mais ici c'est certainement, et puis par l'ampleur des sommes qui sont mises en jeu, le plus important. Et le paradoxe, la bombe atomique, certainement, évidemment, ce n'est pas vraiment un progrès pour l'humanité, mais ça reposait sur des avancées scientifiques phénoménales. Quantité de prix Nobel pour la théorie atomique, les esprits les plus intelligents de la planète qui faisaient telle ou telle révolution. On enseigne cette mécanique quantique dans toutes les universités du monde et ainsi de suite. Tandis qu'aujourd'hui, personne ne peut dire vraiment quel est le soutien algorithmique, la formule mathématique fondamentale dans le fait que ces algorithmes marchent. On est dans un stade pré-scientifique, avec une très grande intelligence qui a été déployée. Les noms que j'ai cités, là, les Hinton, Benjo, Lequin, etc., ce sont des artistes extraordinaires dans leur partie, avec une profondeur d'expérimentation et de ténacité qui force juste l'admiration. Mais la théorie n'est juste pas dans un état tel qu'on puisse dire, voilà, les grands ressorts scientifiques. Et c'est quelque chose d'assez fascinant. Quand l'informatique est née, la pratique courait derrière la théorie. Il y avait les grandes théories, par exemple les équations différentielles. Et c'était un défi énorme que d'arriver à faire en sorte que les ordinateurs rattrapent les équations différentielles. Aujourd'hui, c'est le contraire. La pratique est bien devant la théorie. Et même, avec l'intelligence artificielle, sur des sujets traditionnellement vraiment l'apanage des équations différentielles, comme la prédiction météo, on voit l'IA qui arrive à faire des prédictions meilleures. Donc l'expérimentation en avance sur la théorie, qui est un complet renversement de la marche historique entre l'informatique et les sciences. Avec des avancées du côté scientifique, elles, qui sont non négligeables. Je vous parlais de la médecine, mais c'est aussi des nouveaux matériaux explorés en chimie, c'est aussi dans tout un ensemble de domaines liés à la mécanique, des nouveaux progrès qui sont faits par rapport à ça, et ainsi de suite. Et donc une ère pleine d'incertitudes. Personne ne peut se risquer de bonne foi à faire des prédictions sur quand sera le nouveau palier, qu'est-ce qui sera accompli. En revanche, c'est une situation qui, évidemment, met en débat, en tension, avec des perspectives considérables, une dose d'inconnu extraordinaire et un défi de société sur tout l'ensemble des processus qui sont interrogés par toutes ces nouvelles fonctions, en elles-mêmes que des fonctions nouvelles permises par l'informatique, pas plus intelligentes que n'importe quelle autre fonction, mais bien plus subtile, perfectionnée, et donc donnant de nouveaux outils à toutes sortes d'activités humaines, les meilleures comme les pires.
Je vous remercie. Merci beaucoup. On va passer donc, si vous le voulez bien, à la partie questions-réponses. Bonsoir, merci pour cette brillante intervention. Si j'avais eu un prof de maths comme vous, je pense que j'aurais eu une filière un peu différente. Vous êtes trop pédagogue. Non, mais plus sérieusement, avec tout ce que vous avez dit là, je voudrais savoir à quel moment l'intelligence artificielle va prendre le pas sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire où l'homme n'interviendra plus du tout. Une autre question ? Bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure un petit peu de mécanique quantique. Je voudrais vous savoir si, à un moment donné, on peut envisager l'informatique quantique et donc l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a un jour un mariage de raison entre les deux ? Oui, bonsoir. Je souhaiterais savoir quel regard vous portez sur ce qu'on entend un peu autour de la Silicon Valley et les mouvements de pensée comme les libertariens, le transhumanisme, etc. Bonsoir. Est-ce qu'il y a des recherches faites avec l'intelligence artificielle pour rechercher l'origine de la vie sur Terre ? Il y a une vie sur Terre, ok ? Bonsoir. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle pourra agir sur l'art ? Bonsoir. Est-ce que l'intelligence artificielle aura un impact pour le décryptage du langage animalier ? Oui, bonsoir, merci. Je voulais juste savoir, vous avez parlé beaucoup du deep learning, pas beaucoup de l'IA dite générative. Et est-ce qu'on peut imaginer que les travaux qui ont été faits et qui ont conduit à utiliser les réseaux de neurones, par analogie avec la réalité biologique, est-ce que dans l'IA générative, on n'est pas dans l'autre sens, c'est-à-dire expliquer éventuellement d'où viennent les rêves, les cauchemars, les hallucinations, etc. Intéressant. Bonsoir. Que conseillez-vous à nos jeunes, pré-ados ou avant, dans l'utilisation de l'intelligence artificielle ? Oui, bonsoir et merci pour votre intervention. J'avais une question qui m'intéresse et qui me perturbe, c'est la relation de l'intelligence artificielle par rapport à la réalité de l'humain. Et aujourd'hui, je n'entends pas la place de l'humain dans l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui va se passer quand demain, effectivement, il n'y aura plus besoin peut-être d'ingénieurs, il n'y aura plus besoin d'artistes, il n'y aura plus besoin de musiciens, puisque l'intelligence artificielle, ou au moins les algorithmes, feront les choses à leur place. Que feront les humains ? Ok. Oui, je voulais poser une question par rapport à connaître un peu l'impact écologique qu'a l'IA. Bonsoir. Ne pensez-vous pas que les nouvelles intelligences artificielles génératives, GPT-4, Midjourney, etc., qui font de la musique, du texte ou des images, à force de se nourrir de données, dont celles qu'elles génèrent elles-mêmes, du fait de cette génération de données dont elles se nourrissent, ne vont pas arriver à un moment donné, par consanguinité, par auto-consanguinité en quelque sorte, à plafonner et à réduire la qualité de ce qu'elles génèrent et du coup aussi nous abêtir ou nous réduire un peu nos facultés intellectuelles par paresse. C'est un bon petit lot. Ok. Alors, question générale, quand est-ce que l'IA va prendre l'humain, quand est-ce qu'il n'y aura plus besoin de l'humain et tout ça, telle qu'elle est posée, on a l'impression, notre imaginaire, ce serait comme s'il y avait des bestioles fonctionnant à l'IA qui prendraient leur autonomie, qui se mettraient à discuter entre elles, dire finalement on n'a plus besoin des humains, on va faire tourner la planète sans eux, avec des sources d'énergie et tout ça. Mais si on essaye d'aller dans le fond,
très vite, on se retrouve avec des contradictions. Les IA, ce n'est pas des bestioles, ce n'est pas des machines, c'est même pas des robots. Hein. Alors, on peut faire des robots avec de l'IA, même si la robotique et l'IA se sont développées de façon plutôt séparée, globalement. Et les IA, c'est des fonctions. C'est f de x égale y. Bon. Alors, en premier, plein des choses qui font tourner le monde ne sont juste pas des fonctions. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, produire de l'énergie, il faut un moment qu'il y ait un truc physique qui produise de l'énergie, un dispositif qui le récupère et tout ça. Une fonction, ça ne peut jamais donner qu'un résultat abstrait. L'IA, dans bien des tâches, ça peut vous donner la couche abstraite ou la couche de formule, mais ça ne remplace pas la partie biologique, mécanique, physique, naturelle, par définition. Et vous allez me dire, oui, peut-être qu'on aura aussi des bidules qui feront automatiquement la vie, etc., des robots humanoïdes. Ça, c'est le discours vendeur des grands patrons de la Silicon Valley et d'autres. Mais en vrai, on n'est pas du tout sur ce genre de choses. Nos robots, les robots qu'on sait faire aujourd'hui, ils ont une autonomie dérisoire. Le robot en tant que tel, robot guerrier qui va venir faire la guerre, il n'est pas pour demain. Les drones, là, ça c'est autre chose. Mais on n'a pas pour l'instant, il n'y a pas d'avancée spectaculaire sur ces autres domaines qui correspondent à une incarnation. Ce qui a progressé, c'est la partie abstraite, ces fonctions. Alors, certaines tâches des humains s'apparentent à des fonctions. Si votre boulot, c'est de vous travaillez pour une agence d'information spécialisée, que votre boulot le matin dans votre entreprise, c'est le matin recevoir le flux d'informations et en faire la synthèse de ce qui est le plus pertinent par rapport au secteur ou par rapport à votre client, ben oui, c'est une fonction. X, c'est l'entrée, toutes les informations qui arrivent. Y, c'est une synthèse. Ben ça, évidemment, l'IA le fait très bien. Et d'ailleurs, il y a déjà eu des vagues de licenciements dans ce type de métier. Si votre boulot, c'est de l'administration, éventuellement, c'est une fonction. Genre, vous devez vérifier que tous les trucs là sont en règle, en sortir un tampon. Ben là, oui, c'est la fonction qui a X ensemble de documents, associé Y, qui est un label. Bon. Mais la plupart des tâches, quand vous les regardez, ce n'est pas des fonctions. Et dans bien des cas, votre coiffeur n'est pas une fonction, votre infirmière n'est pas une fonction, votre fils n'est pas une fonction, votre professeur n'est pas une fonction, et ainsi de suite. Et dans la plupart du temps, vous avez des interactions et des activités qui relèvent du biologique, qui relèvent de l'émotion, qui relèvent du physique, et ainsi de suite. Juste se dire, quand est-ce que les humains vont se faire remplacer par l'IA, avec les IA qu'on a aujourd'hui, la question est à la limite obscène. C'est l'idée que les humains sont assimilables à des fonctions. Juste productifs, c'est en fonction de ce qui rentre et qui sort qu'on considère comme ayant une place dans la société. C'est juste une question qui en elle-même est obscène. Pour ce qui est de la question qui semble plus simple, est-ce que le travail va se résorber, diminuer et ainsi de suite? Bien malin qui peut le dire. Et depuis un siècle, les gens, certains brillants esprits, se ridiculisent en faisant des prédictions sur la fin du travail, y compris des gens comme Keynes, y compris comme Jean Perrin, le héros français des atomes, qui était en son temps, début du XXe siècle, le scientifique français le plus vénéré, je crois que c'est ça qu'on peut dire, prix Nobel et tout ce que vous voulez, mais un prix Nobel emblématique, connu de tout le monde, et qui pensait que en un siècle, il y aurait plus que quelques heures de travail par jour, ça serait la semaine de 15 heures ou quelque chose comme ça, que même la science nous aurait délivré de la nécessité d'avoir de l'agriculture, il n'y aurait plus que la chimie qui nous fournirait quelques pilules, et qu'on consacrerait tout le temps ainsi libéré à s'instruire et à devenir intelligent. Bon. Et évidemment, l'expérience a montré que ce n'est pas ça qui s'est arrivé. Aucune de ces trois prédictions ne s'est réalisée. Et donc, le sujet est notoirement casse-gueule. Mais même récemment, toutes les études qui se sont multipliées ces dernières décennies sur l'impact de l'IA sur le travail se sont plantées. Alors, il y a une règle qui dit, une méta-règle qui dit, en cas de changement technique, on surestime l'effet à court terme et on sous-estime l'effet à long terme. Et peut-être ça s'applique ici, et que les gens ont voulu voir des changements trop rapides.
Et vous aviez toutes ces études qui vous disaient en 10 ans, la moitié des emplois vont disparaître ou la moitié des tâches, etc. Tout ça, ça s'est pas réalisé. De la même façon, quand les grands cours en ligne massifs sont arrivés, les MOOC, et quand ils ont commencé à se lancer aux États-Unis, les grands fous furieux de la Silicon Valley, les Peter Thiel et autres, vous prédisaient que l'université, c'était fini. En 10 ans, il n'y aura plus que 10 universités dans le monde. C'était une prédiction de Peter Thiel. Bon, c'est pas trop ça qui s'est passé. Au contraire, il y a encore plus d'universités maintenant. On a sans arrêt des nouvelles qui ouvrent. Et les MOOC, c'est devenu une brique dans l'ensemble, mais ça n'a pas été la révolution. Et on voit d'ailleurs combien c'est dur de faire les cours à distance, de les suivre, de garder la motivation. Personne n'avait prédit et prévu que ça serait aussi dur d'être motivé à distance devant un écran, de garder la concentration. C'est un fait biologique qu'on a vu à l'expérience. Donc, les prédictions sur ces questions de travail, elles sont juste c'est un exercice casse-gueule et presque vain. Le bon exercice, la bonne attitude, c'est de dire par rapport à notre métier, mon entreprise et ma mission, ce qui fait qu'on est important et notre fierté, mission de parents, mission de participants à tel ou tel projet, mission de sauver la planète ou mission de construire la mobilité du futur ou qui sait quoi, comment je peux utiliser ces nouvelles fonctions pour travailler plus efficacement. Ça peut être de l'optimisation, ça peut être pour répondre aux clients plus efficacement. Une présidente de caisse primaire d'assurance maladie me disait il n'y a pas longtemps dans un débat, on a fait l'exercice en interne, la séance de brainstorming, de grandes discussions entre nous, pour aller chercher les cas d'usage possibles à l'IA générative, et on a trouvé 80 cas d'usage possibles. Si ça se trouve, sur les 80, il y en a 3 qui marcheront, et en tant que tel, ça sera un progrès, et si on ne les utilise pas, on peut pas savoir si on les essaie pas, on ne peut pas savoir lesquels marchent. Et si ça marche, ça permettra, si l'ensemble est bien géré, aux humains de se reconcentrer sur d'autres tâches. Dans un contexte où il y a plein de services pour lesquels il y a du sous-effectif ou du surmenage, ça peut être lié à l'inflation réglementaire, ça peut être lié à qui sait quoi, ça ne sera pas du luxe. Dans bien des cas, les IA nous interrogent sur notre pratique en tant qu'humains. Une étude récente montre que quand on s'intéresse au discours qui est tenu à des patients, à des malades, statistiquement, les patients préfèrent les phrases de réconfort et d'explication qui leur sont prodiguées par des IA. Bon. Pas intuitif. Pourquoi ? Premièrement, le médecin, quand il vous parle, en même temps, est tout occupé à remplir ses dossiers administratifs. Le médecin est souvent occupé à taper à l'ordinateur. Visuellement, ce que vous voyez, c'est un dos d'ordinateur, ce qui n'est pas quelque chose de super encourageant, de super réconfortant quand vous êtes un malade et inquiet. Et vous voyez quelqu'un qui est distrait par les tâches. Bon, l'IA, elle se concentre sur le truc. Elle parle plus. Dans l'expérience qui a été menée et publiée dans un grand journal de médecine, l'IA donne dans le même temps 3 fois plus de mots que le médecin, simplement parce que l'IA se concentre à parler, tandis que le médecin doit s'interrompre pour faire des tâches, etc. etc. Ça nous dit quelque chose sur nos systèmes, mais ça nous dit aussi, si on arrive à déléguer la partie informatique à l'IA et la partie humaine au médecin, tout le monde y gagnera. Le malade se sentira mieux soigné, le médecin ne se dira pas qu'il est prisonnier de la machine et de l'administration, le taux de succès sera plus important, et ainsi de suite. Donc il y a le défi de souveraineté des tâches. Pas juste se dire on va juste attendre le moment où le médecin va être remplacé par l'algorithme, qui n'a aucun sens. Par définition, un médecin, c'est un être humain à qui vous faites confiance pour vous aider et pour aider vos semblables. Alors, la question, ça c'était pour la première question, quand est-ce qu'IA va le prendre place sur elle ? En tant que telle, la question, elle n'a juste pas de sens. Ce qu'on peut demander, c'est quand est-ce que sur telle ou telle tâche, l'IA arrive au niveau de l'humain. Et on a vu le moment où c'est arrivé pour les chèques, pour le jeu de Go. On voit aujourd'hui, par exemple, pour la mathématicienne Noriko Arai a mené pendant des années à l'université Toda au Japon un projet de robot qui réussit les examens d'université. Et son projet de robot, et quand elle s'est lancée, personne ne savait si c'était possible ou pas, et son projet de robot, en tout cas quand on a fait le rapport en 2018, il réussissait dans le, top 5% des universités. Il passait avec succès le concours d'entrée des universités de 95%. Maintenant, sans doute, c'est le 99%. Il se classe très bien aux résultats de mathématiques, il se classe très bien dans le dissert d'histoire, il se classe très bien dans les examens de géographie, etc. Bon. Et alors, est-ce que ça,
change quelque chose pour le problème numéro 1 des universités, qui n'est pas de donner un diplôme à un algorithme, mais de donner un diplôme à des humains. Et de faire en sorte qu'on transmette le savoir-faire à nos humains, à nos jeunes, et qu'ils en soient mieux formés pour l'avenir, et ainsi de suite. Ben non, rien du tout. Pour ça comme une curiosité. Peut-être ça nous apprend des choses sur les méthodes d'apprentissage, peut-être ça nous apprend des choses sur nos examens, et ainsi de suite. Mais en tant que tel, il faut le prendre comme peut-être un sparring partner. Après la victoire de AlphaGo sur Lee Sedol, au jeu de Go, et comme Demis Hassabis aime bien le souligner, le nombre de jeux de Go vendus dans le monde s'est mis à augmenter. Les humains ne se sont pas dit, ça y est, on est battu par le Go à l'algorithme, on va arrêter de jouer au Go. Ben non, un jeu, vous y jouez pas, vous y jouez pour développer votre corps, votre esprit, et ainsi de suite, pour en être un humain meilleur. C'est pas parce qu'il y a un algorithme quelque part qui sait faire mieux que vous allez vous arrêter. De la même façon, c'est pas parce qu'il y a des voitures qui roulent plus vite que vous allez vous arrêter de marcher. Bon. Évidemment, sur la question courir, ça fait très longtemps que les systèmes mécanisés ont dépassé les humains. Pour autant, on continue à courir. C'est même un enjeu pour l'humanité que de continuer à courir davantage, de faire du vélo et tout, de lutter contre le surpoids qui frappe nos enfants et tout ça. Et donc, il y a la question en tant que telle, remplacée par l'IA, elle est mal posée. Et c'est pas la question. La question, c'est comment nous, dans tout ça, on va en être meilleur. En être meilleur, ça veut dire être plus intelligent, en meilleure forme physique, et utiliser ces algorithmes pour en tirer plus de bonheur. De la même façon que moi, comme n'importe quel intellectuel qui a appris à utiliser les outils de recherche, les Google ou autres, c'est en trouver des façons de s'informer mieux, de construire des textes qui sont plus riches, de faire des articles mieux construits, parce qu'on a trouvé ces nouvelles façons d'aller à la pêche aux informations, de satisfaire notre curiosité, en ayant bien conscience qu'il y a des défauts, que parfois on se fait manipuler, etc. Mais oui, mais on l'intègre tout ça. Si vous l'intégrez, vous pouvez en tirer le profit. D'où l'importance de la culture scientifique et technique. Qu'est-ce qu'on avait ici? L'impact écologique. L'impact écologique est mauvais. Et je répète, mauvais. Aujourd'hui, l'IA est un ennemi de la transition écologique. Pas dans sa structure, mais du fait, premièrement, de la façon dont il s'est construit, de son architecture, et deuxièmement, des activités humaines qu'il soutient. Premièrement, au niveau de l'architecture, l'IA qui s'est développée, c'est une IA qui repose sur la centralisation de quantité de données, et donc sur une énorme multiplication des unités qui sont concernées. Beaucoup de matériel, beaucoup d'énergie. Un grand ponte d'un grand acteur américain me disait il n'y a pas longtemps, j'ai connu le moment où, enfin un senior, à la soixantaine, me disait j'ai connu le moment où dans nos entreprises on comparait le nombre d'employés pour la puissance, puis le moment où on comparait le nombre de milliards, et maintenant on compare la quantité d'énergie qu'on est capable de déployer pour entraîner nos modèles. Et les boîtes se demandent si elles ne vont pas investir dans leur propre centrale nucléaire et des choses comme ça. Bon. Donc c'est évidemment, ça vous montre que ce sont des choix gourmands en ressources qui ont été faits. Et si Microsoft a explosé ses propres engagements climat l'an dernier, c'est parce qu'en anticipant la demande accrue en IA, ils sont mis à construire à tout va des centres de données pour héberger les données des clients qui utiliseront l'IA pour ci et ça. Donc des choix gourmands. Ensuite, des choix qui sont centralisateurs et dans lesquels il y a beaucoup de tâches bêta, simplistes à l'entrée pour être intégrées. Ce qui a ouvert la voie à un phénomène de cybercolonisation. Démarche cybercoloniale dans laquelle vous avez ici, là, un peu partout, des petites mains dans le monde, en Philippines, au Kenya, payées quelques dollars de la journée, qui annotent des données ou qui font les petites tâches qui permettent aux algorithmes utilisés dans la Silicon Valley ou en Europe pour tourner au mieux. Où toute la valeur ajoutée est captée par le pays en bout de chaîne et pas par l'usager. Donc, des emplois à la limite dans l'exploitation et parfois à la limite de l'esclavage, qui se sont retrouvés aussi favorisés par ce type d'architecture sur lequel s'est déployé l'IA. Et puis ensuite, l'IA, on pense d'habitude quand on demande impact écologique, on pense consommation d'énergie, consommation de matière, mais il y a les impacts indirects. À coup sûr, ils sont plus durs à estimer, mais à coup sûr, ils sont plus importants. Premier impact indirect, le simple fait que l'IA va favoriser aussi bien les activités humaines qui vont dans le bon sens pour l'écologie que les activités humaines qui vont dans le mauvais sens. L'IA va favoriser aussi bien
la réduction de la consommation d'énergie ou la rénovation des bâtiments thermiques que la découverte, l'exploitation de nouveaux puits de pétrole, l'ultra fast fashion de Shein et autres qui est en train de déstabiliser toutes les structures de recyclage de vêtements parce que ça produit à tout va et du non recyclable et ainsi de suite. Et il n'y a pas photo. Dans le monde d'aujourd'hui, si vous regardez ce qui est écologiquement vertueux et ce qui ne l'est pas, ce qui ne l'est pas, de très loin, dépasse ce qu'il est. Ou regardez les estimations, de toute façon, les trajectoires du GIEC, de l'IPBES et tout ça sont là pour nous montrer qu'en matière écologie, la trajectoire continue à se dégrader de façon considérable. Le mix énergétique aujourd'hui du monde, c'est très dominant du fossile. Le charbon est ce qui est employé le plus dans le monde, même pour faire l'électricité. Et on en consomme aujourd'hui de l'énergie fossile 7 fois plus qu'en 1945. Je dis 1945 comme référence parce que c'est le début de l'ère atomique et qu'à cette époque-là, tous les scientifiques sont persuadés que l'énergie atomique va remplacer tout le pétrole en un rien de temps. Bon, on est 80 ans plus tard et l'énergie atomique, c'est genre 2% du mix énergétique mondial. Et tout le pétrole et tout ça. Donc on est dans une trajectoire aujourd'hui non soutenable et mécaniquement, l'IA qui se met au service de toutes les activités, elle va favoriser, elle va avoir l'impact sera bien pire. Sauf si c'est encadré et sauf si justement par décision politique on décide que le mix énergétique il sera comme ci, ou que telle entreprise est favorisée parce qu'elle va dans la bonne direction, etc. etc. Et c'est pas la technique, c'est bien la finalité qu'il faut arbitrer là-dedans. Il y a un autre effet indirect qu'il ne faut pas négliger, c'est l'effet démocratique. Transition écologique, c'est plein de choses, mais c'est des choix de société, c'est aussi des transformations d'habitudes, c'est des décisions politiques, et donc le débat politique est phénoménal. Grande erreur des gens du GIEC, comme le dit Jean Jouzel, c'est de se dire, le jour où on aura démontré scientifiquement que le réchauffement climatique est là et que c'est une catastrophe, et où on commencera à en voir les effets calamiteux, la société va changer. Non, non, non. Rétrospectivement, on se dit, quelle naïveté. Tout le gros du travail restait à faire. Parce qu'il y a les questions des intérêts, les questions des habitudes, le débat démocratique, etc. De toute façon, la simple arrivée de Donald Trump au pouvoir, puis au repouvoir, c'est pour le monde entier une régression considérable. L'arrivée de Donald Trump au pouvoir, elle a aussi à voir avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Parce que derrière, c'est la gestion algorithmique des informations, la distorsion sur laquelle surfent les gens, le fou furieux de Elon Musk qui se met au service de Donald Trump dans une alliance où l'IA se met au service de toute cette déstabilisation. L'interview de Donald Trump sur X, genre en 1 heure, Donald Trump a explosé tous les records, il a fait au moins 100 mensonges, il a dit les pires n'importe quoi, c'est là-dessus qu'il a expliqué que les immigrés haïtiens mangeaient les chiens et les chats et tout ça, et ça a marché. Et le président, alors l'élection, je viens de voir aujourd'hui que l'élection présidentielle en Roumanie est ajournée. Mais il y a encore quelques heures, c'était le candidat, le favori pour devenir président, un gars qui vous dit qu'il a rencontré les extraterrestres, qui a des micro-puces dans les sodas pour vous espionner, qui a traduit en roumain les délires de Kennedy Jr., complotiste bien connu aux États-Unis, qui est un agent pro-Poutine et tout ce que vous voulez. Bon. Et évidemment, dans une offensive de réseaux sociaux phénoménale, à coup de TikTok, à coup de réseau, à coup d'algorithme derrière, parfois pour partie voulue et partie qui vient juste de la façon dont nous interagissons avec les algorithmes, les phénomènes de bulles et tout ça, ça s'est avéré super efficace. 2 références remarquables dans le domaine. Du côté scientifique, David Chavalarias, Toxic Data, ouvrage à lire pour voir toutes les distorsions du débat démocratique par les algorithmes. Et l'autre ouvrage comment il s'appelle, Da Empoli, Les ingénieurs du chaos. Et dans les deux, vous voyez cette menace majeure, pour le coup, sur la démocratie. Et pourquoi je parle de ça dans la question de l'empreinte écologique ? Alors d'abord, selon les définitions, parfois on intègre la démocratie dans l'écologie, au sens où il s'agit des relations harmonieuses entre les humains aussi. Mais dans un sujet qui est éminemment politique, transition écologique ou pas, la déstabilisation du débat par l'IA a des conséquences phénoménales, indirectes. Donc, pour toutes ces raisons, l'impact de l'IA, il est juste pas bon, mais vraiment pas bon. Alors en plus, ajoutez à ça que ça pique les capitaux. Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, il y a quelques semaines, vous dit, de toute façon,
dans une interview, de toute façon, nous n'arriverons pas à atteindre les objectifs climat, autant les abandonner et tout miser sur le développement d'une intelligence artificielle super puissante qui nous apportera les solutions. Elle est en train de dire, bon, nous autres humains, on est incapables de se prendre en main, admettons-le, et misons tous sur la solution. C'est comme si, vous savez, vous êtes sous dépendance à la cocaïne et vous dites, non, mais de toute façon, j'arriverai jamais à me guérir et à me sortir de là. Je vais payer plein pot pour qu'un médecin me trouve le remède miracle qui va me guérir parce que moi, je suis incapable d'arrêter la drogue. C'est à ce niveau-là. Et hélas, sauf que ça, c'est l'ancien PDG de Google qui vous dit ça, donc quelqu'un qui est assez influent. Et l'idée que l'IA peut nous ramener plus de stabilité et sérénité dans nos affaires humaines, c'est une idée qui est d'une naïveté telle que n'importe quel gamin, normalement, comprendrait, au vu de ce qui s'est passé avant, que ce n'est pas ça qui va se faire. Alors, très vite, parce que j'ai débordé, et parce qu'on va devoir... désolé, il n'y aura pas le temps pour un second round de questions, mais je serai à la dédicace, vous aurez la possibilité de me cuisiner pendant ce temps. Très vite sur les autres questions. L'informatique quantique, c'est un sujet important du point de vue de la programmation quantique, du point de vue des capteurs quantiques, du point de vue de la communication quantique, mais l'ordinateur quantique, personne ne sait quand il existera. Si ça se trouve, c'est dans 10 ans, si ça se trouve, c'est dans 100. Et tant qu'il n'y a pas d'ordinateur pour mettre en œuvre les algorithmes quantiques, personne ne sait si ça aura un impact si important ou pas. Même si l'ordinateur quantique est là, trouver quels algorithmes vont être efficaces en quantique et pas, ça demandera encore du travail. Probablement, il y aura une sorte de partage des tâches. De la même façon qu'aujourd'hui, sur nos ordinateurs actuels, il y a des tâches qu'on donne aux processeurs classiques et d'autres processeurs graphiques, dont je vous parlais tout à l'heure. Il y aura sans doute troisième type de tâche qu'on donnera à l'ordinateur quantique, et c'est à voir. Les libertariens et les transhumanistes. Les libertariens, c'est un peu flou, mais en tout cas, ce sont des communautés qui luttent contre l'influence de l'État, en tout cas qui est anti-étatique, anti-administration, avec un côté anarchiste, mais serait plutôt genre anarchiste de droite qu'anarchiste de gauche, genre que le meilleur gagne après tout, et très influent dans certains milieux américains en particulier. Les transhumanistes, eux, convaincus que la technologie va quasiment s'hybrider presque charnellement avec nous et que nous serons des humains meilleurs parce que augmentés, comme si on avait tous des prothèses et tout ça. Et je dirais que pour l'instant, ils ont joué peut-être de bonne foi un rôle parfaitement délétère dans l'ensemble du débat. Est-ce que l'IA est utilisée pour étudier la vie sur Terre ? Je ne sais pas vous dire si elle l'est aujourd'hui, mais c'est très clair qu'elle le sera. Aujourd'hui, il y a des techniques d'IA, il n'y a pas longtemps, c'était dans les news, techniques d'IA utilisées pour bien comprendre ce qui se passe au moment où un spermatozoïde rencontre un ovule, la structure fine, moléculaire de ce qui se passe là. Et c'est des débats liés à de la chimie. La chimie, c'est toujours de la complexité, de la combinatoire phénoménale. Et l'IA, c'est très bon pour explorer la combinatoire, là où nous autres humains, on ne pourrait pas le faire. Et donc, c'est très clair que c'est très clair. Il y a la vie sur Terre, c'est un sujet fascinant, ravivé récemment aussi par tous les progrès sur les exoplanètes, par les questions astrophysiques et tout ça. Est-ce qu'il y a un influx sur l'art ? Réponse oui. Depuis toujours, les nouvelles techniques ont eu de l'hybridation sur l'art, donnant de nouveaux outils pour les artistes. Attention, un artiste, c'est pas juste quelqu'un qui sait appliquer l'algorithme ou qui écrit le bon prompt pour que l'image ait un truc. Un artiste, c'est quelqu'un qui a passé, et ça vaut pour les artistes peintres, comme pour les artistes musiciens, comme pour les artistes mathématiciens, quelqu'un qui a passé des années et des années de sa vie à réfléchir au sujet, à le travailler, à se remodeler le cerveau pour voir les choses d'une certaine manière, avoir tel réflexe et tel savoir-faire. Et c'est des milliers d'heures de travail et de pratique derrière. Et certainement, certains de ces artistes-là utiliseront aussi l'algorithme, mais ça ne changera rien au fait que artistes ils sont, ça voudra dire qu'ils auront passé ces milliers d'heures humaines à se retravailler eux-mêmes pour en être parmi les humains, les personnes qui iront explorer de nouveaux territoires de la vision, des nouvelles poésies, et les transmettre et les partager avec leurs frères et sœurs humaines. Il y a un impact sur le décryptage du langage animalier ? Oui, absolument, ça c'est déjà fait. Pour analyser les sons des cétacés, pour les animaux. Il n'y a pas longtemps, c'est avec des techniques d'IA qu'on a pu remarquer qu'en un sens, certains éléphants s'appellent par leur prénom, qu'en tout cas, il y a des façons différentes de s'adresser selon qu'on est plus ou moins proche. Il y a des recherches aussi sur l'Internet des animaux. Il y a quelque temps, Xavier Delaporte, dans son excellente émission « Le Code a changé », il avait consacré un de ses épisodes de son podcast. J'ai parlé un peu plus dans les questions de l'IA générative. IA générative, on va dire, il faut penser comme réseau de neurones, plus
les transformers qui sont une structure dans l'apprentissage permettant d'insister sur l'attention. C'est quoi l'attention? Quand vous lisez un texte, vous avez des points d'attention plus particuliers. Bon. Ou s'il y a un truc dans le texte, vous savez, vous faites gaffe, vous allez voir quelque chose d'autre. Si quelque part est marqué premièrement, vous savez que quelque part il y aura marqué deuxièmement. Et si le langage sémantique il est là, vous savez que peut-être c'est important qu'il y ait tel ou tel mot. Donc il y a des endroits du texte qui demandent plus ou moins d'attention. Et il y avait tous ces mécanismes qui viennent à renforcer là aussi, sur quoi on va regarder. Pas basé sur l'intelligence, juste basé sur le fait que dans le texte, dans tout le corpus, ces structures-là récurrentes sont là, ces correspondances. Donc toute l'idée, c'est ça. Et c'est encore, tous ces algorithmes, c'est juste, il y a derrière pas une once d'émotion, ni de conscience, ni d'intelligence au sens où nous l'entendons en tant qu'intelligence incarnée. En revanche, il y a une super analyse de corpus et une façon de mettre les paramètres au point pour insister là-dessus. Et c'est assez bluffant. Alors les IA qu'on voit aujourd'hui, elles sont aussi une part d'entraînement humain, hein. Il y a des humains qui s'assoient devant leur écran et qui disent cette phrase-là, elle va bien, cette phrase-là, elle va pas bien, je te donne tel score, etc., pour que ça améliore davantage. Et puis, écologique. Alors, est-ce que les IA, à force de se nourrir leurs données, vont se retrouver consanguines avec un appauvrissement général? Réponse, c'est oui. Et dans certains cas, il y a des mesures qui ont été faites, des articles de recherche là-dessus. C'est normal, hein. Dans un milieu consanguin, effectivement, vous avez des tares qui se reproduisent. Même, on connaît dans le monde de la recherche, quand vous avez des communautés qui deviennent trop fermées, qui se citent trop les unes les autres, ça se met à tourner en rond et ainsi de suite. Et évidemment, c'est un danger pour le web, c'est quelque chose qui arrivera, qui aura une sorte de perte de contenu général. Ça n'empêche pas qu'il pourra toujours y avoir des procédures actives pour garder de l'originalité dans telle ou telle chose, et à nous, des réflexes qu'on apprendra pour détecter ce qui est original ou ce qui est rabâché. De toute façon, même dans les affaires humaines, je dirais. On est déjà entraîné, on sait que dans tel journal, ça répète toujours la même chose, que dans tel auteur, etc., etc. On est habitué, on a appris les mécanismes de défense par rapport à ça. Ce sera à nous de les trouver pour le reste. Et puis la dernière question, c'est quel conseil aux jeunes? Pour rapport à ce sujet. Premier, la question de l'accès aux informations, c'est un des grandes révolutions et grands drames de l'humanité. C'était un Graal depuis l'invention du télégraphe, comment il s'appelle? Le télégraphe Chappe, là, les sémaphores, merci. Depuis les sémaphores, qui ont été qui sont des enfants de la Révolution française, c'était le grand rêve, arriver à communiquer les informations de plus en plus vite. Au début, c'était plus vite qu'un cheval. Plus tard, c'était plus vite qu'une voiture, plus vite qu'un bateau, qui sait quoi. Ça a été une aventure technique extraordinaire. Jusqu'à arriver à son point culminant, jusqu'à arriver à l'accomplissement, en un sens. C'est fait récemment, hein. C'est fait dans les dernières années, je dirais il y a 20 ans peut-être, ce moment où à peu près n'importe qui peut discuter avec à peu près n'importe qui à condition d'être connecté à travers ce réseau mondial. Instantanément et en transmettant des longues données, tout ça. Bon. La communication instantanée. Et ce grand rêve a apporté à l'humanité plein d'efficacité sur ci et ça, mais plein de problèmes dont on ne sait toujours pas sortir. Notre cerveau n'est pas câblé pour recevoir des messages toutes les minutes. Nos sociétés et notre développement intellectuel n'est pas câblé pour que certaines informations ou certaines images arrivent. On sait que l'âge d'exposition de nos enfants aux images violentes, aux crimes, à la pornographie a baissé au cours des années. Et le fautif numéro 1, si on peut le dire, sont les techniques de télécommunication. Et de façon générale, toute la déstabilisation du débat public, de la concentration que j'évoquais, on a vu l'impact considérable. Alors, conseil majeur pour les jeunes, évidemment, c'est un lieu commun ce que je vais dire, on peut utiliser toutes les techniques à condition de bien avoir en tête que le gros enjeu au début, c'est de se faire ses réflexes intellectuels, son jugement, son développement et de savoir les choses. Et moi, je suis aujourd'hui, vous me voyez, proche de mon smartphone, comme une drogue. L'étude a montré que le simple fait de l'avoir dans le langage visuel fait baisser vos performances au test de QI. Bon, tellement qu'il y a une dépendance par rapport à ça. Mais j'ai eu la chance de grandir dans un monde où il n'existait pas. Quand mon système neuronal s'est formé, il n'y avait pas ce problème.
c'était quelque chose qui semblait banal de rester des heures à lire un bouquin sans être dérangé, des heures sans attendre des fois. Par exemple, quand vous avez une décision de changement à faire dans votre vie, les spécialistes de neurosciences vous disent que c'est très important qu'il y ait une période qui est de l'attente, qui est du vide, qu'il y ait suffisamment de temps pour que les choses mûrissent, sans être sollicité, sans être dérangé. Très important. Mes recherches mathématiques, il y a eu de ces centaines et centaines d'heures dans lesquelles j'étais parfois toute la journée penché sur mon truc, dérangé de temps en temps par un email ou deux, mais sans commune mesure avec ce que le bombardement de télécommunications peut faire. Donc avoir bien ça en tête. L'objectif du développement à l'école, c'est de se développer soi. Et avec ça en tête, être prêt à se lancer aussi dans le décryptage. Alors, deuxième conseil, apprendre à programmer. Même si certains prédisent la fin de la programmation, y compris dans la tech, d'une part, j'y crois pas. D'autre part, le simple fait d'apprendre à programmer, c'est en soi un art, quelque chose qui a accompagné l'humanité depuis longtemps, quelque chose qui est très important sur le développement de l'apprentissage de la logique, l'apprentissage d'une langue non maternelle, d'une grammaire avec la discipline qui va avec, la façon de visualiser ce que c'est que l'exécution d'une tâche, façon de comprendre aussi quels sont les ressorts du monde, du monde tel qu'il est. Tout à l'heure, je vous parlais de moi gamin faisant du basique ou du Pascal. Aujourd'hui, vous avez des dizaines et dizaines de langages. Les jeunes dans ma famille, je vois que ceux qui font de l'informatique, ils ont eux-mêmes parfois programmé dans 20 langages différents s'ils font des études. Et vous allez me dire, mais le langage qu'on apprend aujourd'hui, il sera périmé dans quelques années. Peu importe. Apprendre à programmer dans un langage, quel qu'il soit, pour les réflexes. Et là encore, pour la façon dont ça va vous perfectionner. Et puis, le dernier conseil que je vais donner, même dans un monde de numérique, on fait... Alors, le numérique, espace d'accès à l'information extraordinaire, le papier reste aujourd'hui l'espace d'approfondissement le plus important. Alors, papier... Vous allez me dire, ça peut aussi être les livres numériques, mais en tout cas, la forme livre, de très loin, c'est ce qui vous donne le plus de clés d'approfondissement. Et le fait de passer beaucoup de temps à lire, on ne peut pas surestimer l'importance que ça peut avoir, y compris aussi de se plonger en détail sur certains textes, d'apprendre des textes et ainsi de suite. Bill Gates aime bien raconter que dans ses règles personnelles, il avait pendant presque toute sa vie, il avait son discipline chaque jour 1 heure de lecture au minimum, et sur tous les sujets possibles. Et dans bien des activités aujourd'hui sur ces sujets-là, je vous ai donné des conseils de lecture au fur et à mesure de l'exposé. Dans ces bouquins, vous trouverez bien plus d'approfondissement que ce que je pouvais vous dire. Et puis dans les bouquins, ils font référence eux-mêmes à d'autres bouquins et ainsi de suite. Et en ce sens, pour ce qui est de l'accès à l'approfondissement, le livre est là. Le web vous donne une quantité, une surface, si je peux dire, beaucoup plus importante sur un sujet donné. Le livre va vous donner, encore aujourd'hui, c'est ça qui vous donne la profondeur. Gardez ça en tête, chers amis. Merci, chers amis. Merci beaucoup.